Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches, Tony? Panier, piano, panier, piano, panier, Panier, piano. piano, panier, piano, panier, piano. Aujourd'hui, je voulais qu'on en profite d'être ensemble pour parler stratégie d'investissement, pour parler enrichissement, pour vraiment devenir riche et pas perdre de l'argent dans toutes les conneries qu'on a sur Internet. Hier, j'ai eu la confirmation avec l'échange avec quelqu'un qui me disait « Ah ben moi, j'ai vu passer la crypto-monnaie, j'ai investi dans un bien immobilier, je l'ai divisé, je l'ai loué, etc. J'ai réussi à gagner de l'argent. Et du coup, j'ai continué à traîner sur cette sphère un peu de l'investissement sur Internet. J'ai vu passer la crypto, j'ai vu passer des résultats, j'ai voulu me lancer. J'ai entendu parler d'ICO, j'ai entendu parler de coins que je ne connaissais pas. J'ai mis de l'argent et j'ai tout perdu. Et donc, l'objectif, c'est de dire, parce que le dernier épisode que j'ai mis en ligne, c'est j'ai gagné 1 million, ça n'a rien changé dans ma vie. J'ai pas encore écouté. C'est de dire... il y a des stratégies qui sont vraiment bonnes et qui, à 100% des cas, vont te permettre, de gagner beaucoup d'argent, de devenir riche. Et j'en suis persuadé. Ah, ben certain. Avec du temps, avec de la discipline, avec de la rigueur. Et j'aimerais qu'on partage en fait ces stratégies. Avec Donc, plaisir. je te propose de faire une tier list. Yes. Des stratégies d'investissement. On va du coup définir niveau S, qui est le summum, les specials, les meilleurs. A, B, C et D. On vous mettra ça à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo. Et donc, l'idée, c'est de partager ton avis, ton retour d'expérience, des anecdotes, bien évidemment, sur les stratégies, et qu'on partage de ça ensemble. L'idée, vraiment, c'est que les gens puissent éviter de faire des erreurs inutiles. Ouais. Parce que toi et moi, on a perdu de l'argent en testant plein de trucs pourris. On en parle encore à midi. Ouais. Exactement. Et c'est partager ces conversations-là qu'on peut avoir entre nous en off, qu'on peut avoir avec les retours d'expérience. Ça fait combien d'années que tu investis, toi, maintenant? J'ai commencé en 2008. Premier investissement sérieux, 2008. Ça fait quand même un moment. Ouais. Ça fait quelques années. Je pense que j'ai investi dans mes premières conneries qui n'ont jamais rien rapporté, qui étaient des espèces de MLM d'investissement pyramidaux Ponzi quand j'étais à la fac. Ouais. Profit 25, c'était le premier truc dans lequel j'ai mis de l'argent. Un truc de MLM bizarre, quoi. Exactement, ouais. D'advertising, tu savais pas comment tu gagnes de l'argent, etc. La majorité du temps, quand tu sais pas comment ça gagne de l'argent, c'est que t'en gagnes pas vraiment. Tu te fais avoir. C'est que tu gagnes de l'argent sur le prochain qui arrive, et c'est ce qui s'appelle une pyramide de Ponzi. Bref, donc moi j'ai commencé ça il y a un moment. J'ai acheté mon premier investissement immobilier, mon premier appart. J'avais 23 ans, j'étais encore en CDI. Ah, t'étais jeune. Et j'allais quitter mon CDI. Donc le moment où je signe chez le notaire, je suis plus en CDI. Pas de changement de situation. Bien sûr que non. Il faut surtout pas dire non. Ah non. Et parce que j'avais découvert plein de mecs comme toi qui investissent en immobilier. Et puis je me disais, c'est possible. Et je l'ai fait à 1 euro symbolique. J'ai payé 1 euro. Tout le reste a été financé par la banque, etc. Et donc j'ai acheté mon premier truc. Donc ça remonte à plus de 10 ans maintenant. Voilà, allez, on va faire cette tier list et je te propose du coup de démarrer avec l'immobilier locatif long terme, soit classique, soit patrimonial. Bonne ou mauvaise idée? Mais c'est une super idée. Pour moi, quand tu démarres de zéro, c'est une des meilleures idées que tu peux avoir en termes d'investissement. Tu sais, aujourd'hui, on a un peu tout compliqué, alors peut-être aussi avec plein de contenus sur YouTube où il faut toujours trouver une méthode miracle. Mais en fait, la méthode, c'est de prendre l'argent de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire celui de la banque, pour acheter un bien immobilier, et prendre l'argent de quelqu'un d'autre, le locataire, pour rembourser la banque. Et toi, tu fais l'intermédiaire au milieu et tu t'enrichis en amortissant du capital. Alors, si tu exploites avec une stratégie comme la LCD, la coloc ou des stratégies au rendement, tu fais en plus du cash flow qui te permet de t'enrichir encore un peu plus tous les mois. Mais sinon, amortir du capital pour pouvoir un jour l'arbitrer et peut-être le réinvestir sur d'autres classes d'actifs. Mais pour moi, c'est la meilleure façon, en tout cas quand on est en France, de s'enrichir en partant de zéro. Et pourquoi spécialement quand on est en France? En France, l'énorme avantage qu'on a, c'est que tu peux faire du crédit. Et on a des choses qu'on n'a pas dans d'autres pays. On peut le faire avec peu d'apport, 10%, voire des fois pas d'apport du tout. C'est de moins en moins vrai, mais pratiquement. Ou alors, après, quand tu commences à investir, on peut te demander 10, 15%. Et on a des taux qui sont stables aussi dans le temps. Et qui sont pas chers. Et qui sont pas chers. Même quand c'est censé être cher pour la France. Exactement.
Pourquoi ? Parce qu'à côté de ça, on sait très bien collecter l'impôt en France, et c'est ce qui fait qu'on a des notes qui se dégradent, mais tu vois, notre fameux triple A qu'on n'a plus, je crois qu'on doit être double A-, un truc comme ça, la note n'est pas dégradée parce que l'État français sait très bien collecter l'impôt par rapport à d'autres pays. Et ce qui fait que, à côté de ça, on peut avoir des taux qui sont stables. Donc, c'est un pays où tu te fais matraquer fiscalement, mais tu as cet avantage de pouvoir acheter de l'immobilier à crédit. Et en fait, si tu le fais pas, tu es juste dans le pire enfer fiscal du monde et tu profites pas du levier bancaire. Du levier bancaire, d'un des rares trucs qui te permet, enfin un des rares, il y a d'autres solutions, mais un des rares trucs qui marche vraiment pour s'enrichir. Par contre, c'est long. C'est long, c'est pas sexy. Non, pas du tout. Mais ça marche à 100%. Ben ouais. Parce que c'est un des dénominateurs communs de tous les gens riches. Ils ont tous de l'immobilier. Ouais. C'est un truc qui, tout le monde doit se loger. Donc tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin d'un toit sur sa tête. Bien sûr. Et si tu ne le fais pas, eh ben tu payes quelqu'un d'autre qui lui le fait. Exactement. Et donc moi, c'est plein de bonnes raisons pour lesquelles je voulais le tester. Quand je l'ai acheté, donc c'était un studio étudiant, juste à côté de l'université. On m'a dit, mais c'est des conneries, il y a des nouvelles résidences qui vont être construites à côté de chez toi, ne le fais pas, ça sera toujours plus intéressant d'aller dans du neuf, ça sera moins cher, ça va être des logements sociaux, t'arriveras pas à louer. On m'a dit, tu vas quand même pas changer des chiottes, tu sais rien faire, t'es pas doué de tes mains, etc. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai acheté un truc qui était déjà meublé. Ouais. Je n'ai pas mis un coup de peinture. Je n'ai jamais changé un chiotte. Et en fait, j'avais 260 € de crédit, 350 € de rentrée tous les mois. C'est magnifique. Et c'est tout. Ah ouais. Alors, oui, on est en France, malheureusement. J'ai eu à crédit, j'ai pas mis 1 €, etc. Donc c'est génial. Je faisais de l'argent avec l'argent de la banque. Ouais. Par contre, on est aussi en France. Et j'ai pris des impayés. Et malheureusement, j'ai pris du squat pendant 7 mois sur ma première expérience. T'as vraiment eu les trucs vraiment pas cool qui peuvent arriver, quoi. Exactement. Mais, bilan de l'opération, j'ai revendu mon appartement avec 3 ans plus tard, 4 ans plus tard. Non, un peu plus. 5 ou 6 ans plus tard. Ouais. J'amortissais du capital. Bien sûr. Donc j'ai récupéré tout le cash que j'ai amorti. Donc l'amortissement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les ans, je remboursais 3 000 et quelques ou 4 000 du crédit. Tu payes avec ce que tu donnes à la banque et il y a une partie qui rembourse du coup le capital. Tu as une petite part d'intérêt, mais tu as une grosse part qui rembourse le capital. Et j'ai fait une plus-value quand j'ai revendu. Magnifique. Du coup, au final, j'ai gagné de l'argent de façon claire et nette. En plus, je suis joueur. Quand j'ai revendu l'appartement, je n'avais pas d'hypothèque. T'as pas remboursé ton crédit ? Je n'ai pas remboursé mon crédit. Ça, c'est coquin. Et j'ai utilisé cet argent pour acheter de la crypto. Ah oui. On en parlera plus tard. Ok. Et donc, t'es coquin. L'immobilier en France, long terme, stratégie classique, j'ai l'impression qu'on ne peut que gagner de l'argent. À partir du moment où on sait compter, qu'on n'achète pas cher, qu'on achète bien. C'est ça. Donc c'est une stratégie que tu mettrais quoi ? En S, en A, en B, en C ou en D ? Moi, j'ai fait une grande partie de ma richesse, la majeure partie, avec l'immobilier. Donc, je mets en S. Pour moi, tu dois passer par là. Si en tout cas, tu es français et tu vis en France, c'est vraiment une vraie façon de s'enrichir sur le long terme. Si tu es salarié, que tu gagnes 2000 balles par mois, tu peux le faire. Tu achètes de l'immobilier dans 20 ans. Si tu en as 1, 2, 3, dans 20 ans, ils t'appartiennent à 100%. Et, tu vois, on peut faire une toute petite parenthèse sur la vision long terme, parce que je pense que de toutes les stratégies qu'on va balayer, plus tu veux t'enrichir vite, plus ça pue la merde en général. Et plus où tu vas te faire scammer, où tu vas perdre ton pognon. Donc l'immobilier, oui, quand on dit aux gens, il va falloir amortir au moins 7 ans pour pouvoir en profiter, bien acheter, parce que l'affaire, elle se fait toujours à l'achat. Des fois, tu dis c'est trop long. J'ai un robot de trading qui me propose du 15% par mois. Eh oui. Et au final, on voit comment ça finit, quoi. Tu gagnes rien. Donc, il faut accepter que ça prenne du temps aussi. S'enrichir, ça prend du temps.
Et par contre, c'est sûr, c'est-à-dire que si t'as, je sais pas, 200 balles de crédit, 300 balles de crédit, 400 balles de crédit, que tu touches 500-600 balles de loyer, mécaniquement, quand t'as un locataire, quand t'as pas de vacances C'est locatives, sûr. t'encaisses de l'argent, tu gagnes du profit. Et encore une fois, sur le long terme, même si c'est à l'équilibre que tu ne gagnes pas ou que tu ne perds pas, ce qui est important, c'est de ne pas perdre sur Ouais. les mensualités, et dans 10 ans, t'as remboursé 10 ans. Et donc, dans 10 ans, tu as gagné tout cet argent-là qui a été payé par ton locataire. Peut-être que le prix de l'immobilier, il a monté. Bien sûr. Et du coup, tu as encore gagné. Mais effectivement, tu gagnes sur 10 ans, tu gagnes sur 15 ans, tu gagnes sur 20 ans. À l'échelle d'une vie, c'est un vrai enrichissement qui n'est pas anodin. Tu achètes une maison à 200 000 euros, tu achètes un appartement à 150 000 ou 200 000 euros. En fait, tu n'es pas plus riche tout de suite. Par contre, dans 20 ans, tu as 200 000 balles de plus. Si tu en as acheté 2, 3, 4, ça y est. Et c'est aujourd'hui, pour moi, une des seules stratégies que tu peux faire en parallèle de ton salariat Bien sûr. qui t'assure peut-être de devenir millionnaire dans 20, dans 30 ans. C'est certain. C'est certain. Après, tu peux aller plus vite, tu peux en acheter plus, etc. Là, c'est du business. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais juste de faire ça, Bien sûr. d'acheter un premier, de le mettre en loc, d'en acheter peut-être un deuxième, peut-être de vivre dedans ou de le mettre en loc. Ouais. Et déjà là, tu es sûr que dans 20 ans, si tu fais le taf, tu as quelque chose à toi, tu as amorti du capital, tu t'enrichis vraiment. Tu t'enrichis en dormant. Donc, vraie stratégie d'enrichissement. Ouais, on la met en S. Toi, tu la mets en S aussi? Je la mets en S. Ah ouais, je la mets en S. Surtout en France. C'est un gros levier. Complètement d'accord. Mais moi, si demain, je reviens, j'ai plus rien, on m'enlève tout. Je suis à poil. Ok? Et je dois, pour X ou Y raison, revenir en France. Je prends un taf chez un de mes potes, certainement. Parce que je connais quand même mes potes, j'ai la chance de connaître mes potes. Ou au pire, je reprends un taf tout court. Ouais. 2500 balles, 3000 balles. Mais c'est sûr. Et puis, je prends un max de risques, je pense, mais je ferai plein de crédits. Ouais. je cumule les crédits et on y va. Et dans 10 ans, c'est fait. Tu sais que on en rigolait, mais il y a des gens qui ont peur de l'endettement. Moi, c'est plutôt la peur, entre guillemets, de plus être assez endetté. Parce que comme on amortit du capital tous les mois, voilà, t'amortis d'année en année. Et de me dire, là, cette année, on a amorti. J'ai pas racheté de biens pour le long terme. J'ai pas trouvé d'affaires suffisamment intéressantes. Et tu vois que tu amortis du capital 1 année, 2 années. Alors, ça m'est jamais arrivé de passer 2 ans sans investir. Mais il y a eu une période où on n'a pas dû en faire pendant un tout petit peu plus d'1 an. Et je vois qu'on a amorti du capital, je ne sais plus combien, peut-être 200 000 balles sur l'année. Je dis non, mais là, il faut rajouter des biens. Là. Ouais, tu te dis en gros que chaque année, tu dois acheter un truc? Pour moi, oui. Ah ouais. Entretenir cet endettement, puisque si tu amortis 200 000 euros de capital par an, ça veut dire que tu t'es enrichi de 200 000 euros cette année. Et si tu rajoutes pour 200 000 euros chaque année, au bout de 20 ans, tu as un roulement qui fait que tu t'es blindé. Tu t'es blindé, voilà. On est d'accord. Par contre, ouais, tu te la racontes pas à Dubaï à court terme, tu voyages pas en business class. Toi, tu me disais, tu as commencé à investir en 2008 et tu me dis, ça fait que depuis 2-3 ans où vraiment tu as fait monter la qualité de ton lifestyle. Ouais. Sinon, tu restais quand même avec un niveau de dépenses mensuelles tranquille, quoi. C'est sûr, tu vois, quand tu es venu dans les bureaux, je me suis dit en rigolant, ça fait quand même un peu mégalo parce que l'entrée, c'est des photos de nous, tu vois, on a les voitures en bas. Les gens qui nous connaissent savent que c'est un super lieu de vie où on reçoit nos coachés, on reçoit les potes, où on peut tourner des podcasts, être bien, il y a plusieurs décors, un vrai lieu de vie, de travail, de création. De kiff. Mais par contre, ce lieu-là, il arrive en 2025, quand j'ai commencé d'investir en 2008, tu vois. Parce qu'avant, même si ici les bureaux sont à moi, les murs sont à moi, c'est un très bon investissement au départ ce qu'on a fait. Donc il y a toujours ce côté invest. Mais jusqu'à il y a encore 3 ans, je ne me serais pas permis ça. Pour moi, c'était pas encore le moment. Tu vois. Et puis encore moins la Ferrari qui est en bas, quoi. Eh ben ouais. Non, on est d'accord. Tu le sais, les jouets, c'est un pourcentage de mon patrimoine net que je dépasse pas, 5%. Pour moi, les jouets, ça ne doit pas dépasser 5% du patrimoine net si on est vraiment sérieux sur son enrichissement. Donc, ça rentrait pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc, t'en avais pas. Non. Et t'étais OK avec ça. Exactement.
Deuxième stratégie d'investissement, les indices boursiers. ETF, S&P 500, MSCI World. Est-ce que c'est vraiment ça qui va nous enrichir? Est-ce que investir en bourse, on va s'enrichir avec ça? Je suis obligé de te faire une réponse en 2 temps. La réponse, c'est oui. C'est sûr que oui, tu peux investir et devenir millionnaire grâce à la bourse. Par contre, et si l'immobilier, c'est long, le faire en bourse juste avec ses salaires, c'est très, très long. Ouais. Et pour autant, il faut le faire quand même. Pour moi, si tu veux, la stratégie ultime, investir sur les indices boursiers, c'est faire ce qu'on appelle son DCA. Tous les mois, tu fais ton investissement, même date, même heure, tu te mets un rappel sur ton téléphone et tu achètes 100 balles si tu as des petits moyens, 200 balles, 300 balles, 500 balles d'ETF. Tu choisis un indice monde, un indice américain, celui que tu veux. Mais voilà, 500 € sur le SP500 pendant 30 ans, ça fait 1 million d'euros à la fin. En tout cas, même si performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais voilà, c'est long, 30 piges pour devenir millionnaire. Par contre, t'es sûr que dans 30 ans, C'est sûr. c'est mathématique. Et pour moi, la bonne stratégie, c'est tu gardes ce DCA-là tout le temps. Comme ça, tu sais comment tu réagis avec DCA la égale bourse. dollar cost average. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, à une date dans le calendrier, tu réfléchis pas et tu investis. C'est ça. Tous les mois, pour lisser ton point d'entrée. Donc ça, il faut que tu le fasses pour que et espérer que tu tapes une crise le plus vite possible, pour que tu vois comment tu réagis émotionnellement. Si, Parce que ça va monter, ça va ouais. descendre. Si tu as mis 500 balles tous les mois, que tu es arrivé à 10 000 € et que tu avais mis 8 000 de ta poche, tu es à 10 000 €, tu as 2 000 € de plus-value. Là, on se tape une crise, on perd 40% et tu es à 6 000 balles. Comment tu le vis? Est-ce que tu te dis, chouette, il faut que je trouve de la liquidité pour investir? Ou est-ce que tu te dis, mon Dieu... C'est la fin du monde, j'ai perdu mon argent, voilà. c'est une scam, j'enlève mes sous. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, tu vas comprendre que voilà, pour profiter des performances exceptionnelles et même exponentielles de ces marchés, il faut accepter la volatilité à court terme. Mhm. Mais si tu l'acceptes et que tu le comprends, quand tu as des rentrées d'argent exceptionnelles, une prime au travail, tu vends un bien immobilier, tu prends des sous. Là, tu poses 40 000, 50 000, 100 000 balles d'un coup. Et là, tu accélères énormément. Et ton million, il est plus dans 30 ans, mais dans 20. Et il se rapproche. Exactement. Pour moi, c'est un peu ça la logique, tu vois. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, du coup, c'est ce tableau des intérêts composés. Donc, je vous invite, on vous mettra peut-être un lien. Il y a des générateurs d'intérêts composés. Et en fait, tu vois que si tu le fais pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est bien. Mais en fait, tu vas surtout avoir tout l'argent que tu as déposé, puis un petit peu les gains que tu as fait. Par contre, si tu le fais sur 30 ans, là, tu vois qu'à un moment donné, ça fait une courbe comme ça, exponentielle. Et donc, la part des intérêts qui sont réinvestis, c'est vraiment ces intérêts réinvestis qui te font devenir riche, en fait. Ouais. Et sur le long terme. Donc, c'est des années et les réinvestissements. Donc, encore une fois, pas de Rolex, pas de lifestyle, pas de profiter de cet argent. Pas tout de suite. C'est un argent qui va tourner en cercle fermé pendant des dizaines d'années. Par contre, tu es sûr de devenir riche. Et donc, regardez, la bourse américaine sur les 100 dernières années, sur les 200 dernières années, c'est en croissance, tout le temps. Donc, effectivement, d'une année à l'autre, ça peut être moins bien. D'un mois à l'autre, ça peut être moins bien. En ce moment, en plus, il y a beaucoup de volatilité. Donc, c'est vrai qu'on fait des années à 20%. C'est assez fou. Incroyable. Ouais. Mais sur le long terme, c'est systématiquement en croissance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu achètes tous les mois pendant 30 ans, ce sera en croissance. Moi, j'ai commencé, je sais plus quand, mais j'ai commencé comme ça, avec 200, avec 300, avec 500 balles. Puis après, j'avais des plus gros revenus, donc avec 1000 balles, avec 2000 balles, avec 3000 balles. Tu prends quelques primes, tu mets 10 000, tu mets 12 000, tu mets 13 000. Et j'ai gagné 30%, je crois. Incroyable. Quand j'ai cash out, donc j'ai réussi à monter mon petit portefeuille. Au début, c'est nul. Hein. Puis en plus, tu te dis pourquoi je vais mettre 500 balles. Allez, si je peux pas mettre 10 000 d'un coup, je le mets pas, je commence jamais. C'est l'inverse. Il faut vraiment, voilà. Si tu peux même mettre que 100 balles, tu mets 100 balles. À la fin de l'année, tu as 1002. Mais c'est cette discipline, cette rigueur qui va faire que tu vas vraiment gagner sur le long terme. Donc, je vous invite à la développer et puis à investir. Quoi. Moi, comme toi, j'ai commencé en 2008 avec 300 au début, après 500 € par mois. Et j'ai mis, dès que je pouvais, un peu plus. À la fin, j'avais des DCA assez rapidement quand même. J'ai mieux gagné ma vie. Pas loin de 2000 balles, 1500, 2000. Tous les mois. Boum. Tous les mois. Boum, boum. Et ensuite, j'ai investi des plus-values immobilières quand j'ai revendu. Et tu vois, j'ai fait le bilan. Ces 5 dernières années, la bourse, elle m'a rapporté 5 chiffres par mois. Si je lisse, tu vois. De croissance. De croissance. Moi, j'ai pas cash out. J'ai toujours tout réinvesti.
Mais si je lisse, on est à 5 chiffres par mois. Et là, tu te dis, sans avoir commencé de travailler, et là, pour le coup, c'est du revenu vraiment passif. Ça bosse. Et surtout, au rythme où ça évolue ces dernières années, ton capital, il double tous les 5 à 7 ans. Waouh. Donc, c'est colossal. C'est énorme. Ouais. Et chance qu'on a en France, le PEA. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit aussi, mais investissement locatif long terme, il y a encore des niches fiscales en France. Oui, ça existe. La LMNP, par exemple, qui est la location meublée, qui est une des raisons supplémentaires en plus du crédit pour le faire en France, même sans être professionnel. En France, sur les indices boursiers, on a le PEA qui, jusqu'à 150 000 euros de dépôt, a un intérêt. Si on laisse travailler pendant 10 ans, on paye pas de taxes ou très peu de taxes. 5 ans. En fait, au bout de 5 ans, tu payes que les prélèvements sociaux. Alors là, ils les ont réaugmentés. On était à 17,2. On doit être à 18. En tout cas, si ça va au bout sur le projet de loi de finances, on sera à 18,4 ou 18,6, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça reste toujours moins cher que la flat tax à 30%. Jusqu'à ce qu'ils nous la remettent en cause. Il y a un avantage fiscal, on va dire. Voilà, il y a un avantage fiscal. Donc, il faut en profiter. Ouais, complètement. D'autres stratégies ou des variantes, en tout cas de stratégies, moi je m'étais noté business, création ou rachat. Attends, on n'a pas mis, du coup, on n'a pas classé. Ah oui, tu le mets dans quoi? Je la mettrais en tout cas en début de carrière en A, et sur le long terme, ça devient S en vrai. Ouais. Je dirais un truc comme ça. Mais parce qu'au début, c'est long, mais il faut le faire quand même. Ouais. Moi, c'est S. Mais je suis d'accord avec toi, c'est S. Moi, c'est S. Et si j'avais plus de cash, et surtout moi qui vis à l'étranger par exemple, l'immobilier en France il m'intéresse pas. Ouais. Et donc le S&P 500 devient la meilleure stratégie. Et en fait tu vois que parfois même les gens qui ont une stratégie immobilière mais qui sont pas des experts comme moi, en fait valait peut-être mieux foutre ton argent dans le S&P 500 parce que c'est plus rentable sur le long terme, quoi. Puis ça dépend aussi de ton travail, tu vois. Si vraiment tu as un boulot, tu es entrepreneur, tu bosses 12 heures par jour comme un fou et tu gagnes très bien ta vie, il faut quand même acheter ta résidence principale, tu te mets un toit sur la tête, et après, il vaut mieux mettre ton cash flow dans le SP500 que d'aller faire des biens immobiliers desquels tu devras peut-être t'occuper et qui pourraient te disperser de... C'est 100% passif. Ouais. C'est vrai que c'est un peu la chance aussi. Donc S/A potentiellement, parce qu'effectivement, il y a un effet de levier au début, ça peut mettre du temps avant de ramener quoi que ce soit. Rachat de business, création de business... Bon, pour moi, c'est pas vraiment un investissement. En gros, si tu as un business au début, petit business en ligne, petit business physique, avant d'acheter quoi que ce soit, bah oui, tant que ton business il crache pas, bah, il faut réinvestir ton cash dans ton business, il faut donner les opportunités que ton business il grossisse. C'est toujours là où tu auras le meilleur renta. C'est certain. Là, tu sors de l'investissement un peu, tu es plus dans la partie entrepreneuriale. Donc, rachat... Non, si vous êtes un salarié, si vous êtes un entrepreneur, que vous avez un bon business qui tourne, je veux dire, avant de devenir multi-entrepreneur, avant de devenir actionnaire dans une autre société, oh putain, il va se passer du temps, je pense. Ouais, il faut du temps. Je suis d'accord avec toi. Mais vaut mieux, si tu démarres un business, en tout cas, dans un premier temps, tant que tu fais pas 3-4 000 euros par mois, à mon avis, il vaut mieux réinvestir dans ton business, réinvestir sur toi, pour arriver à le pérenniser avant de songer à l'investissement. Complètement. Ouais. Et donc, j'aurais même dit jusqu'à 10 000 balles par mois de profit, je ferais rien d'autre. En France, on est pauvre. Hein. C'est pour ça que je dis 3-4 000, moi. C'est clair, mais c'est dur, quoi. Dur. Et donc, au début, vraiment, par exemple, je sais pas, tu as un business qui fait 10 000 balles de profit par mois ou 5 000 balles de profit par mois, tu te verses ton salaire et sur la base de ton salaire, tu investis. Ouais. Une partie qui est réinvestie dans la croissance de ton business, une partie qui vient pour payer tes charges fixes, une partie que tu mets dans tes investissements. Je pense que c'est la meilleure stratégie. Donc pas de rachat de business pour moi à court terme. Ça viendra vraiment quand tu auras déjà des centaines de milliers d'euros de patrimoine. Parce qu'en fait, devenir multi-entrepreneur et créer plusieurs activités, ça demande d'autres compétences en tant qu'entrepreneur. Et là, pour moi, c'est un autre niveau. Achat, détention d'actions de qualité à la Warren Buffett. Moi, j'ai fait les erreurs. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Je me suis pris pour l'apprenti trader au début. C'est pour ça, quand je te disais en 2008, mes premiers coups, j'avais acheté des actions de l'Olympique Lyonnais parce qu'elles étaient en train de pumper. Parce que je travaillais à Lyon. Ça s'est tout cassé la gueule. J'ai vendu dans la perte. Ça a été une catastrophe.
J'avais fait les petits profits, tu vois. J'avais acheté des actions Orange, j'avais gagné 15%, j'étais content. Enfin, c'est sur 1000 balles, 150 balles. Bon, ça va pas chercher bien loin. Et en fait, pour choisir les gagnants, alors oui, potentiellement, le gars qui a acheté Tesla en 2013, il a fait fois je ne sais combien, fois 1000. Là, oui, tu bats les indices, tu bats tout. Maintenant, qui avait la clairvoyance, la vision pour acheter Tesla en 2013 ? Et est-ce que tu aurais vendu, t'aurais pas vendu déjà quand tu avais fait plus 50% ou plus 100% ? Ouais. Est-ce que tu aurais attendu des années pour faire ton fois 1000 ? Donc, je pense que c'est pas bête. Tu vois, on en parlait encore ce midi. Une action comme LVMH, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, elle était montée jusqu'à 900 €. Et elle s'est fait savater. Elle a perdu la moitié de sa valeur. Elle est retombée à 450 €. Il y avait quand même un point d'entrée qui est intéressant par rapport aux fondamentaux de l'entreprise, le prix que tu payes. Si tu as un peu de cash dans ces moments-là, pourquoi pas renforcer ces actions-là ? Mais ça demande de la compétence et de la chance, beaucoup de chance. Du timing. Ah ouais. Ouais. S'y intéresser. Et maîtriser un peu le sujet, du coup, d'une façon ou d'une autre. Pour moi, oui. Ouais. Et tu vois, même quelqu'un qui serait passionné, qui serait capable de lire des rapports d'entreprise, qui serait capable de lire des bilans, qui connaîtrait ce timing-là, tu vois, les niveaux clés par rapport au profit de l'entreprise, à quel prix l'action devient vraiment intéressante. Il faut avoir un peu de chance parce que le marché peut rester plus longtemps con, peut rester plus longtemps con que toi solvable, tu vois. Et si le marché a décidé que l'action LVMH elle valait 450 balles, même si elle est super bien, le temps que le prix remonte, ben toi tu peux peut-être attendre et être tanké avec, on ne sait pas. Et voilà, ça demande de la compétence, de la chance, et puis aussi un peu des balls, parce que imagine le jour où tout le setup est incroyable, tu te dis, j'avais dit que j'achèterais à ce prix-là, c'est bon. Est-ce que tu es capable, si tu avais 100 000 € de capital, d'y aller avec la moitié de ton capital, tout ton capital, et de poser les 100 000 le jour J ? Parce que Warren Buffett, pour le coup, c'est ce qu'il fait. Hein. Exactement. Il prend énormément de participation et il fout des énormes tickets sur les compagnies. Parce qu'il a une confiance, parce qu'il a truc, parce qu'il a machin. À l'inverse de tous les conseils qu'on peut entendre sur l'investissement, de diversifier. Non. Lui, il met des gros tickets et il prend beaucoup de risques, entre guillemets, sur peu de compagnies. Après, c'est un extraterrestre. Là, on parle du meilleur investisseur du monde. Tu te rends compte, Warren Buffett, l'histoire, c'est un investisseur particulier au départ. Hein. C'est un gars qui, par des rachats successifs d'entreprises, des achats d'actions, est devenu le 3e ou 4e homme le plus riche du monde au gré des valorisations boursières. Et il a une performance de son capital. Tu vois, quand on dit que le SP500 tape du 10% par an, Warren Buffett, il a fait 20% par an. Donc là, c'est stratosphérique. Complètement. Mais... Donc il faut de la chance, il faut des balls, et la probabilité pour que tu fasses mieux que l'indice du S&P 500, elle est super faible, et donc au final, ça vaut pas forcément le risque que tu vas prendre. Non. Et ça vaut aussi, ok, quand j'achète, mais du coup, quand est-ce que je vends ? Et ce stress de devoir prendre des décisions. Bon, tu fais ton DCA sur le S&P 500, tu réfléchis pas, et dans tous les cas, les meilleures compagnies que tu as envie d'acheter, elles sont déjà dans le S&P 500 la majorité du temps. Bien sûr. Moi, j'ai dérogé. J'ai acheté du Apple, parce que je trouve Apple génial et qu'Apple ça fait que grossir depuis des années. J'ai acheté du Microsoft parce que Microsoft c'est tellement gros, c'est des géants. J'ai acheté des boîtes que je trouve cool, que j'utilise au quotidien et qui dans tous les cas font partie du S&P 500 et que dans tous les cas font partie du Nasdaq, de meilleures boîtes technologiques. Bon, j'ai fini par vendre pour au final acheter du S&P 500, mais j'ai fait aussi ça. Ça m'a pris la tête, j'ai dû prendre des décisions. Quand est-ce que je revends du coup ? Quand est-ce que je revends pas ? Est-ce que je les garde tout le temps ? Est-ce que je les garde pas ? Bon. Et c'est bien, je trouve ça cool d'avoir une action d'une boîte qu'on aime. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai fait un peu comme toi sur ce côté-là. J'ai du Apple parce que je suis client Apple et j'aime cette marque. J'ai du Tesla, j'ai du Porsche, j'ai du Ferrari. Et puis, je trouve que tu peux suivre l'action de la boîte que tu aimes bien, d'Apple, sans en posséder, mais tu vas pas le faire régulièrement. Alors que quand tu possèdes l'action, tu vois tout de suite la santé de l'entreprise, ce qui se passe, comment elle avance. Puis tu as l'impression de faire aussi partie de l'aventure d'une certaine façon. Alors que tu l'as dans tes ETF. Hein. Bien sûr. Mais la posséder en direct, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se frustrer. Si tu as un patrimoine qui le permet, avoir peut-être, pourquoi pas... Si sur ta ligne d'action, enfin sur ton... Quelques pourcents, quoi. Quelques pourcents sur les boîtes que tu aimes bien, je pense que c'est cool aussi, tu vois. Ouais.
Mais du coup, comment est-ce que tu la classes? Moi, je la mets A quand même. Hein. Ça demande de la compétence et de la chance, mais sur le long terme, tu vois, les valeurs de qualité que tu as citées. Mais faut pas acheter des merguez. Faut pas acheter des merguez. Faut acheter que les gros trucs. Ben, pour moi, ouais. Et faut faire gaffe au prix que t'achètes, comme d'habitude, la base de tout. Ouais, je suis assez d'accord. Si tu veux faire des paris sur des biotech et que tu prends la bourse pour un casino, peut-être que tu auras de la chatte une fois ou deux, mais la plupart du temps, ça finira mal. Et même si tu as de la chance en ayant mis 1000 balles et que tu fais un x3 ou x4, ça reste un petit... C'est pas life-changing, tu vois. C'est pas la life-changing money, c'est pas un truc... alors que acheter le SP500 pendant des années, ça, c'est de la life-changing money à la fin. Ouais. C'est sûr. Pareil. Je dirais la même chose que toi, en vraiment sélectionnant correctement ces boîtes et en comprenant quand est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas, parce qu'effectivement, des fois, ces mêmes actions peuvent être chères. Ouais. Et donc, pas s'emballer. J'aimerais qu'on parle aussi, du coup, de la dernière stratégie un peu en bourse que j'ai explorée, que toi aussi. Ouais. Les actions à dividendes. Ouais. Donc, il y a certaines actions où c'est la même stratégie, il faut les sélectionner, il faut étudier un peu les boîtes, etc. Sauf que ces actions-là t'amènent du revenu. Exactement. Tous les ans, t'es payé. Ouais. Tous les 6 mois, t'es payé pour les détenir. Donc, c'est intéressant parce que tu as du revenu en plus du mouvement de l'action, t'es payé. C'est mis en avant beaucoup sur les réseaux, etc. Ouais. Est-ce que c'est bonne, pas bonne stratégie? Qu'est-ce que tu en penses? Et comment est-ce qu'on la classe? Moi, je trouve que c'est une bonne stratégie, mais pas pour les Français. Parce que ce que j'aime avec les ETF, c'est que c'est moi qui choisis quand je me paye. Donc, pour te payer avec un ETF capitalisant, donc c'est ça qui est intéressant, qu'il soit capitalisant, que les dividendes soient automatiquement réinvestis, je vais vendre l'ETF pour me payer. Donc, c'est moi qui choisis quand je vends et du coup, je choisis quand je paye la fiscalité. Eh oui, le problème d'une action à dividende, c'est que le dividende, je ne choisis pas quand il m'est versé tous les ans ou tous les trimestres. Et comme c'est du 100% de profit, le dividende, lui, il prend 30% dans le museau chaque fois qu'il arrive. Alors que quand je vends mon ETF en plus-value, j'ai une partie de capital et une partie de plus-value. Mmh. Et seulement la partie de plus-value sera taxée. Mmh. Donc, vendre de l'ETF pour se rémunérer, c'est toujours moins taxé que le dividende qui tombe. Et peut-être qu'une année, j'ai fait des super profits avec ma boîte, avec mon business. Je me dis, je vais laisser capitaliser mes actions. Je n'ai pas besoin de sortir le dividende. Mmh. Mais ces années-là, ils tombent quand même. Par contre, quand on vit comme toi dans des pays à l'étranger où il n'y a pas de fiscalité, tu es à Dubaï, l'action à dividende, c'est super parce que ça te fait ton revenu régulier qui tombe, tu sais que tu es investi sur des valeurs de qualité qui vont aussi s'apprécier dans le temps et tu n'as pas à te prendre la tête de savoir quand tu vends pas. Ça tombe comme un salaire, ça te fait un revenu récurrent. Complètement. Qui te permet de te focaliser sur ton business, tu sais que le frigo se remplit tout seul et c'est trop bien. Et puis comme il n'y a pas d'impôt, si tu n'en as pas besoin, tu le réinvestis, tu as un peu de frais mais c'est négligeable. Donc je trouve que c'est une super stratégie. Mais en France, c'est pas la meilleure pour moi. Mmh. Voilà comment je vois le truc. Un peu. Et puis, tous les défauts de la sélection d'actions dont on vient de parler au-dessus. Exactement. Il faut acheter les bonnes boîtes, faut pas te planter. C'est sûr. En général, ces boîtes-là, il y a moins de volatilité sur l'action, donc il y a moins ce côté qu'on peut avoir chez Microsoft, chez Apple, où tu as des vraies grosses croissances. Par contre, c'est des bonnes boîtes à papa, donc en général, c'est des trucs assez solides et ça se maintient. Moi j'aime bien, mais aujourd'hui j'ai revendu, j'ai arbitré et j'ai acheté du S&P 500 et point barre. Par contre, tu as des belles boîtes genre Total qui depuis des années versent des dividendes à ses actionnaires et quand tu achètes des actions Total, tu es actionnaire. Et là, typiquement, tu as acheté du Total il y a 10 piges, ton action elle est montée. Tu as pris ta dividende tous les 3 mois, tous les 6 mois, je sais pas quand est-ce qu'ils payent, et ça marche quoi. Ce qui est intéressant aussi, parfois, tu vois, des valeurs comme Total, il faut les surveiller en cas de crise, parce que comme le dividende, il est par action possédé. Donc, moins tu l'achètes cher, plus le dividende, par rapport à ce que tu as payé, tu as un rendement qui est important, quoi. Donc, parfois, en cas de crise, ça vaut le coup de se mettre un petit ordre au niveau qui t'intéresse. Puis, on ne sait jamais si l'action, elle fait une mèche jusque-là, ton ordre, il est passé. Et tu as acheté quelques actions avec un bon profit pour ton dividende. Complètement. Ça peut être intéressant. Crypto-monnaie. Mais du coup, attends, on l'a pas classée non plus, celle-ci. Ah, alors comment on place les actions à dividendes? Moi, je la mets en vrai. Ça dépend. Moi, je les mets en dernier. Enfin, en D, ça veut dire... D, tu le classes quand? Ça veut dire que c'est complètement pourri, il faut pas le faire? Ouais, c'est ça. Moi, je le mettrais au moins en B, tu vois. En B ou en C. Donc, moins bien,
que les actions et détentions d'actions à la Warren Buffett. Ouais. Franchement, ouais. Parce que cette idée de versement, en tout cas pour des Français, pour un public français trop fiscalisé. Donc B ou C? On le met en B. Ok. En B. Moi, je le mettrais au même titre que les actions de qualité parce que j'ai la même stratégie en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que je prends que des grosses boîtes énormes, que dans tous les cas, en fait, si je garde l'action, que l'action, elle bouge ou pas, ça me change pas grand-chose parce que dans tous les cas, je sais que sur 10 ans, j'ai gagné. Ouais. Et donc, je prends vraiment le même type de boîte que l'autre, sauf qu'il y a le dividende en plus. Bon, ça me change vraiment pas beaucoup, Ouais. c'est pour ça que je voulais en parler là. Donc moi, je la laisserai en A, mais du coup, on va la mettre en B parce que tonton, il l'a dit. Moi, je suis français, donc j'aime pas trop. Je paye assez Exactement. les impôts, si tu veux. J'ai envie de choisir quand je les paye. Exactement. Crypto. Ouais. Alors, crypto, il y a plein de sous-stratégies. On en parlera parce que moi, je pense que je me suis pété les dents et j'ai perdu beaucoup d'argent aussi. Moi, j'ai commencé en 2017. Crypto et investissement Bitcoin. J'ai rencontré un pote qui s'appelle François Denis. Ouais. Et du coup, très rapidement, on m'a parlé du Bitcoin, on m'a expliqué à quel point technologiquement c'était génial, que c'était une révolution. J'ai pas tout compris au début, il m'a fallu du temps. Sauf que j'ai trouvé ça génial. Et qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup d'ateliers de conférences, notamment un Tour de France, et qu'on a fait avec François des formations sur la crypto-monnaie pour aider les gens à investir. Et donc ça a fait partie un peu des premiers trucs que j'ai fait en 2017. Et je jouais un peu du coup au cobaye. Crypto Révolution, la formation de François, c'était avec toi? Alors non, il l'a fait tout seul, mais on a fait toute une série d'événements où on formait physiquement les gens. Ce que je lui avais pris à l'époque, cette formation. Ouais. Et parce que il était pas trop mal avancé déjà dans le truc, où lui il avait commencé plus tôt, et puis c'était assez clair, c'était assez simple ce qu'il partageait. Et donc moi je jouais au cobaye et je montrais aux gens que même quand t'es pas très doué, que tu connais pas trop, tu peux commencer à acheter du Bitcoin, tu peux commencer à acheter de la crypto, à sécuriser. Et donc qu'est-ce que t'en penses? Crypto, c'est quoi? C'est S, A, B, C, D? C'est quoi? En fait, il y a deux réponses. Il y a crypto et Bitcoin. Tu vois? Ok. Si on parle de crypto hors Bitcoin, il y a tellement de façons d'investir en crypto. J'ai fait plein de trucs comme toi. Hein. J'ai fait des ICO avec une période de vesting. J'avais mis 500 €. Dans ma période de vesting, mon investissement est monté à 40 000 balles. J'étais le roi du pétrole, sauf que je ne pouvais pas vendre, vesting. Et au moment où j'ai pu vendre... Donc vesting, ça veut dire que tes actions sont bloquées. C'est bloqué, tu ne peux pas vendre. Et donc les autres, ceux qui sont rentrés un peu plus tôt, peuvent vendre. Et en fait, ça a fait, tu vois, pump and dump. Et au moment où j'ai pu en sortir, j'aurais pu vendre à 17, 18 000 €. Mais comme j'ai vu 40... Tu t'es dit, je vais attendre. Mais je vais attendre. J'ai toujours mes actions. Hein. J'en ai pour moins de 500 balles. Ouais. J'ai toujours mes actions, enfin mes tokens, j'en ai pour moins de 500 €. Donc, tu vois, j'ai perdu 100 balles. Techniquement, c'est quand même un univers, c'est quand même un monde. Ouais. Très peu de gens comprennent vraiment l'enjeu derrière les cryptos et vous trouvez énormément de merde sur Internet. Ouais. Donc, moi, je dirais, intéressez-vous à la blockchain, à ce que ça représente d'un point de vue technologique, à ce que ça peut amener comme évolution dans le futur, à ce que ça a amené par exemple en Estonie sur la gestion de l'administration, parce qu'il y a une vraie révolution technologique. En 1. En 2, Bitcoin, Ethereum, les deux plus grosses crypto-monnaies, très bons en stratégie d'investissement. Si tu penses que dans 100 ans, la révolution, elle continuera, ce truc vaudra beaucoup d'argent parce qu'il est limité en nombre. Ouais. Ce truc des 21 millions, il ne peut pas y en avoir plus. Bon, c'est top. Et ça vaut le coup de s'y intéresser. Par contre, ICO, shitcoin, memecoin, tout ce qui gravite autour, éloignez-vous-en comme de la peste. Ne mettez pas d'oseille dessus ou mettez 1% maximum de votre portefeuille d'investisseurs parce que le risque que vous fassiez Ken, c'est énorme. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, moi, alors, je vais me mettre encore plus
on va dire, radical, c'est que je mets vraiment Bitcoin d'un côté et tout le reste de l'autre. Et même Ethereum, pour moi, c'est le premier des altcoins, mais je ne le mets même pas au rang de Bitcoin, parce que pour ce dont tu parlais sur la blockchain, j'investis en crypto depuis 2017 et j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai acheté, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi au premier bull run à revendre en x2 par rapport à mon investissement. Génial. Et au deuxième, j'ai eu de la chance et je suis sorti et j'ai vendu à 95% de l'ATH, tu vois, 95% de mon plus haut bag. Donc je me suis super bien débrouillé. Je suis bien rentré sur le dernier cycle et par contre, je ne suis pas assez sorti. J'ai pris 30% de profit, donc je me suis bien débrouillé. Toi, tu t'es vraiment bien débrouillé sur ta sortie de cycle. Ouais, alors le problème, c'est que moi, j'ai pas vendu sur le premier, j'ai pas vendu sur le deuxième, parce que j'étais un truc, bon, bah, faut garder. Et comme j'avais pas de stratégie, je savais pas quand vendre, donc j'ai toujours gardé mes cryptos. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent sur la chute du 2022, qui m'a fait très très mal. Et c'est pour ça que je vous donne le conseil aujourd'hui, ne faites pas de trucs exotiques que vous ne comprenez pas. N'investissez pas sur... Et même des grosses valeurs, des top 10, des top 15, des top 20, des top 30 dans les meilleurs cryptos, qui étaient soi-disant solides, elles ont pris moins 90%. J'ai perdu 200 000 balles quand mon portefeuille total d'investissement, mon patrimoine total, c'était 600, 700 000 euros. Je me suis senti comme une merde. Je me suis senti... c'était une perte, certes, qui était fictive, parce que cet argent-là, il était sur les plateformes et que je ne l'avais pas sorti. Mais putain, je me suis senti tellement mal parce que 200 000 euros, c'est du travail. Mes parents, ils n'ont jamais gagné ces sommes-là. Mon grand-père n'a jamais vu ces sommes-là. Et si j'avais été un peu plus intelligent et que j'avais fait cet exercice, on aurait peut-être pu démarrer par là, d'avoir une vision, 1, long terme, 2, d'avoir une vision avec un camembert, avec une répartition peut-être, de réfléchir. Est-ce que je dois mettre all-in sur un secteur? Est-ce que je dois répartir? Est-ce qu'il faut diversifier ou pas? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que sur un niveau de risque comme la crypto-monnaie, j'avais 30% de mon patrimoine total. C'est trop. C'était dégénéré, mais j'en étais pas conscient. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, parce que je veux dire aux gens, soyez conscients de ce que vous êtes en train de faire, parce qu'en fait, c'était évident que c'était possible de prendre moins 80% en fait, sur les cryptos altcoins chelous. Bien sûr. Bitcoin a dû dévisser de 30% ou 40%, je sais plus, mais en fait 90% sur les autres, c'était possible. Et donc, j'étais pas conscient de mon risque. Et j'ai fait une erreur, et je l'ai payé, et je me suis sorti comme une merde. Alors, je suis pas sorti, mais la majorité se sont jamais relevés. Par contre, oui, j'ai foutu all-in du coup, sur Bitcoin et sur ETH derrière. J'ai tout remis dessus, j'ai attendu, j'ai été patient. Et au prochain cycle, ça s'est bien goupillé. Et là, j'ai pas fait l'erreur. Je suis arrivé à plus de 200 000 euros. Et je me suis dit, c'est trop d'argent par rapport à mon patrimoine global. Ça, c'est beau, je veux passer les cryptos à 5% max de mon patrimoine global. Allez, peut-être 10, grand max de mon patrimoine global. Et donc là, ça représente trop d'argent. Donc, il faut que je vende. Donc, j'ai tout passé en USDC, etc., en dollars, quoi. Et j'ai attendu. Et là, super opportunité. L'ETH en chute libre. Je dis, tiens, c'est fou. L'ETH, ça vaut pas 2000. Non. L'ETH, ça vaut plus. Et donc, j'ai acheté des ETH. 3 mois plus tard, l'ETH est remonté à 4000. Pam. J'ai vendu comme un commerçant, quoi. Et là, effectivement, super coup. Et j'ai réussi à bien acheter. Et Bitcoin, pareil. Du coup, là, le Bitcoin s'est pété la gueule. Hier, on était à table, on était au resto avec toute l'équipe du coup de coaching de Nouveau Départ, qui est la boîte de coaching de Fab et Tony. Je participais à leur atelier, qui était vraiment génial d'ailleurs. Merci, mon Et on vit ce moment où quelqu'un à table dit « Oh là là, regardez, le Bitcoin s'est pété la gueule, 82 000 $ et tout, 70 000 euros. » Ça fait longtemps qu'il n'était pas aussi bas. C'est sûr. Et on a connu le Bitcoin du coup jusqu'à 120 000, un truc comme ça. 126, 126 000. Aujourd'hui, Et donc moi je me suis dit 80 000 $ Bitcoin, c'est ok en fait, c'est un super point d'entrée. Potentiellement il peut encore se péter la gueule à 60. Oui, je pourrais avoir un meilleur point d'entrée, mais acheter du Bitcoin à 80 pour potentiellement le revendre à 120 dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, rentable. Magnifique. Et donc j'ai acheté du Bitcoin. Et c'est comme ça que je vois aujourd'hui l'investissement crypto. Bien définir le pourcentage maximum de risque que je suis prêt à prendre par rapport à mon patrimoine global.
Et puis attendre long terme. Tu Tout vois, le moi, reste, oubliez, parce que dès Je que suis j'ai d'accord. testé des ICO, j'ai perdu de l'argent. Dès que j'ai foutu du shitcoin, j'ai perdu de l'argent. C'est sûr. Ne jouez pas avec du maincoin parce que vous avez vu un mec faire x1000. Oui, il y a des mecs qui ont fait x1000, mais j'ai vu aussi des gens perdre 1 million, 2 millions d'euros. Tu sais que, je sais pas si tu as vu, il y a un Ukrainien qui a mis fin à ses jours dans sa Lambeau. Quand on a pris le crack au mois d'octobre, il avait accumulé 15 millions de patrimoine. Et en fait, il était en levier partout et il a été liquidé. Et c'était tout son patrimoine. Bah ouais. Il a fait 15 M, 0. Et le mec a mis fin à ses jours. C'est chaud. Hein. Donc, faut faire attention, pas d'excès de confiance. Ouais, puis pas essayer d'être riche trop vite en Non. fait. Je pense que le meilleur conseil, à chaque fois que j'ai essayé d'aller vite, à chaque fois que j'ai pris des solutions de merde dont on va parler juste après, je me suis fait niquer. Bah oui, Et en fait, tu t'es fait niquer aussi. Bien et sûr. on va en reparler. Et vous vous êtes fait peut-être niquer. Et vous allez avoir envie de cliquer sur les 15% par mois, sur les 10% par mois, sur 100 compétences, sur c'est facile, sur si ces grands traders le font et qu'on est capable de les copier, qu'on est capable de faire. Voilà, c'est les secrets des riches qu'on veut pas vous révéler. Non, la vérité, c'est quoi ? C'est que les meilleures stratégies pour gagner de l'argent, c'est un peu long. Ouais. C'est de la discipline. C'est investir tous les mois. Mais ça marche. mais bien sûr. Mais ça marche. Alors, c'est très à la mode en ce moment, avec notamment, comment s'appelle-t-il déjà, le mec de feed là, Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, qui vous dit que devenez riche avec moi, les amis. Le rachat de start-up, le private equity. J'ai investi dans 2 boîtes cette année, donc je suis très fier. Une première boîte dont je ne peux pas mentionner le nom parce qu'on a des NDA, je ne peux pas en faire la promo. Mais en gros, j'ai investi dans un groupe, dans un club de private equity. Ok. Alors, je peux faire la promo du club. D'ailleurs, je vais le faire bientôt. Je vais disclosure. Je n'ai même pas le nom de leur boîte. Je ne sais même pas comment ça s'appelle ce cabinet. Ce que je sais, c'est que c'est mon pote Christophe, du coup. Ok. Christophe et Guillaume, qui Excellent. sont 2 investisseurs très smart, 2 entrepreneurs très smart, qui ont une quarantaine, 50aine d'années bien tapées, qui ont déjà gagné beaucoup d'argent dans une première vie à travers l'entrepreneuriat, qui sont déjà des entrepreneurs multicasquettes, qui ont fait plusieurs millions chacun, dont plus de 100 biens immobiliers en gestion de portefeuille. Cause, ouais. Des gens qui ont levé de la dette, des gens qui ont fait leur trou, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, ces gens-là se sont dit, moi j'ai investi dans le dur pendant des années, et en fait, à côté, investir dans le web, c'est facile. Les rendements sont fous malades, et en fait, c'est des mecs qui ont fait aussi beaucoup d'infoprenariat, qui ont été très bons dans la vente de formation et dans le marketing. Et à un moment donné, ils se sont dit, putain, on a vu l'e-commerce, les valos, elles sont super faibles, les rendements sont dingos, les cash flows sont super, et ils ont commencé à monter un petit fonds d'investissement dans l'e-com. Ça, c'est intéressant. Ils ont eu des super rentas, ils ont eu des super résultats, et ils te disent pas on gagne tout le temps. Ils te disent on va acheter 10 boîtes, s'il y en a 6 qui marchent bien, ça paiera les 4 qu'on va planter potentiellement, et donc si vous avez envie de venir jouer avec nous, venez. Ils le font avec une super transparence. Ils rachètent des boîtes sur des marchés en croissance. Ouais. Ils rachètent des boîtes sur lesquelles ils amènent des compétences en général qui sont absentes. En gros, ils rachètent des boîtes qui font que du SEO, il n'y a pas de pub. Et on amène un média buyer Google, un média buyer Facebook, du budget, des experts. Ça peut que marcher mieux. Tu vois. Ça peut que marcher mieux. Typiquement, la boîte dans laquelle j'ai racheté, on va dire que ça vend du jouet pour enfants. La boîte a été développée par son fondateur il y a 10 ou 15 ans. C'est lui-même qui a fait le site internet. C'est que du SEO. On a un panier moyen à 500 balles. Putain. Et il n'y a pas de pub. Ouais. Il n'y a pas de pub. Tu peux faire exploser, quoi. Bah oui. Et en fait, mon média buyer Google avec qui je bosse depuis 2021, donc 4 ans, qui est Johan, qui a dépensé des millions sur Google, etc., qui est vraiment mon mec de référence, qui est vraiment mon mec compétent. Il investit aussi dans ces projets-là. Et en fait, il est consultant Google pour ces mecs-là. Ah oui, d'accord. Ouais, et excellent. donc, quand on voit niveau de dépenses 0,
et que le mec fait déjà 2 millions d'euros de CA parce qu'on rachète pas des boîtes qui sont trop petites non plus, tu vois. C'est une boîte qui a 10 ans, qui fait 2 M de CA, qui est stable, qui fait 10% de croissance par an, sans pub. Bah, si on met de la pub, il va se passer quoi, tu vois. Ouais, c'est la folie. Bah, en fait, la réponse, c'est qu'on fait 15% de croissance là. Ouais, magnifique. Et donc, j'ai investi là-dessus et j'ai investi dans une autre boîte qui est un client à moi, qui a créé sa marque, qui a cartonné, qui avait une super idée, qui avait un super projet, qui fait du jeu de société de luxe. Là, je peux dire le nom, ça s'appelle MB Heritage. Okay. Et donc, on fait des jeux d'échecs. On fait des... l'autre jeu, comment ça s'appelle déjà? Les dames? Non, pas les dames. L'autre, qui est très à la mode en ce moment. Ça s'appelle le backgammon. Le backgammon. Donc, on fait des backgammon de luxe et des jeux d'échecs de luxe. Okay. Ce sont des super beaux objets de présentation que tu peux mettre à la maison, mais également que tu peux ouvrir et ça devient un jeu pour la famille, tu vois. Trop bien. Et donc, j'ai investi dans ces deux boîtes, donc en mode private equity, donc en mode un peu start-up, donc avec un niveau de risque élevé, mais aussi avec des retours qui sont beaucoup plus intéressants en général. Donc, moi j'adore. Très intéressant. Mais pas du tout débutant. Ouais. Un argent que tu sais pas quand est-ce que tu vas le revoir. C'est certain. Et avec un niveau de perte qui peut être super élevé. Voire Moi, total, c'est pas des startups, c'est des boîtes qui ont déjà du revenu, c'est des boîtes qui font déjà du profit. Donc, private equity dans des boîtes qui font déjà du profit, oui. Avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et dont vous n'avez pas besoin, super important. Ouais. Et surtout pas dans les premières stratégies d'investissement, en fait. Non, pour moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, je l'ai fait... Prendre mon pull. Oui, je t'en prie. Alors, je vais prendre mon pull aussi, je crois. Et donc, private equity, vas-y, dis-nous, tonton. Private equity, je l'ai fait, je vais te dire 4 fois. J'ai fait des club deals de private equity où il y en a certains où j'ai gagné un petit peu, d'autres où je galère à revoir ma thune. Mais dans l'ensemble, j'aurais pris peut-être plus 25% quand le même argent sur les marchés financiers m'aurait rapporté plus que ça, avec une liquidité immédiate si j'en avais eu besoin. Ouais. Donc, j'ai mis un tout petit investissement dans la start-up d'un pote qui normalement devrait sortir en peut-être x2 ou x2,5. Il y a des discussions en cours. Je ne sais pas si ça verra le jour. Et j'ai investi dans une autre boîte de quelqu'un qui a été très courtois, pour le coup, une vraie start-up de coaching, un auditeur du podcast. On a mis 10 000 euros sur cet investissement et en fait, ça n'a pas fonctionné et il dépose le bilan. Et juste avant, quelques semaines avant de déposer, il avait encore un peu de trésor sur les comptes et il m'a remboursé mon investissement. Pas obligatoire, quoi. Le mec, il aurait pu se payer lui avec cet argent, quoi. Très classe. Ouais. Vraiment pas obligé. Donc, j'ai récupéré mon invest. J'aimerais raconter des super trucs de private equity que j'ai fait. J'ai développé mes boîtes à moi, mais j'ai pas été très heureux en private equity, où j'ai récupéré mon argent, où j'en ai pas gagné beaucoup. Sur le papier, par contre, c'est super sexy. Mais par contre, il y a énormément de richesses de mecs qui se sont faits là-dessus. Mais c'est certain. Mais c'est que des pépites, en fait. C'est très peu. Prends Peter Thiel, il fait Napster, il fait... je veux dire, derrière, ça y est, j'ai bouffé, il fait Facebook. C'est incroyable. Et c'est des niveaux de fortune. C'est là où tu peux choper des multiples dignes de la crypto, je veux dire. Mais... Comme tu dis, ça s'adresse pour moi à des investisseurs aguerris, des gens qui ont roulé leur boss dans le business, qui connaissent aussi le domaine dans lequel ils investissent, comme tu l'as fait, tu vois, tu as un véritable edge dans le e-commerce. Dans l'e-commerce, ouais. Donc quand tu vois la boîte de ce que tes collègues font, tu comprends déjà dans quoi tu investis. Bien sûr. Tu vois les boîtes, tu vois les produits qu'ils font, tu as tout de suite un edge dessus. Donc pour moi, c'est hyper intelligent, hyper smart d'investir là-dedans. Mais voilà, tu es aussi assis financièrement, tu as du patrimoine. Ouais, j'en ai pas besoin. Et c'est le moment où tu peux le faire. Tu vois. On l'a fait avec un excédent de trésor, ouais, complètement. Pour moi, dans un début de carrière d'investisseur, c'est le syndrome du ticket de loto, si tu le fais au début. T'espères que tu vas gagner à court terme, et à partir de là, c'est raté. Ouais. Donc, moi, je dirais, pour des potes, des amis, du kiff, et de l'argent que tu as c'est presque un don. Et tu te dis, s'il revient un jour, c'est génial. Exactement. Par contre, stratégie d'enrichissement à court terme quand tu es débutant, pas du tout. Stratégie d'enrichissement à long terme pour se gaver quand tu es déjà un peu riche, certainement que oui. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Par contre, start-up, type Deal Club Bourbon, qu'est-ce que tu en penses ?
j'ai pas d'avis sur Anthony Bourbon, sur la personne. Il y a un bon marketing, il y a un bon storytelling. Si je regarde juste le produit en lui-même, c'est extrêmement risqué, faut le rappeler, d'investir dans des startups. Le risque de perte en capital, il est total. Bien sûr, le risque de gain, enfin la chance de gagner, elle est quand même très élevée. Moi, après, sur ce genre d'invest, je regarde surtout les frais. Et que ce soit le club d'Anthony Bourbon ou d'autres clubs que j'ai vu qui proposaient ce genre de choses, si ça perd, tu as tout perdu. Tu as quand même des frais qui sont assez importants. Je crois qu'ils sont de l'ordre de 20% pour rentrer, entre 15 et 20%. N'importe quel investissement où on te prend 15% de droits d'entrée, c'est très 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 élevé. Acheter un ETF, c'est quasiment gratos. C'est 0,5% de frais pour l'acheter, et l'ETF, lui, il a 0,15% de frais. Et tu as les frais de surperformance. Si la startup elle explose, on te prend encore 20 ou 30% de ton gain. C'est blindé de frais. Et Warren Buffett disait, on ne peut pas prédire les performances de la bourse, mais par contre on peut prédire les frais que vous allez payer. Et à mon sens, dans ce genre de club deal, oui, tu payes une expertise si ça fonctionne. Mais pour l'instant, on manque de feedback dessus et les frais sont très élevés. J'ai vu d'autres fonds, dont je ne me rappelle plus, qui m'ont été présentés par un pote qui est conseiller en gestion de patrimoine, où il y a du feedback, pour le coup, dessus. Et la boîte fait quand même 15% par an, donc ce qui est vraiment pas dégueulasse. Il y a du track record qui est quand même assez long. Je crois qu'il y a plus de 15 ans de track record. Ils ne te vendent pas du rêve. Et il y a un paiement tous les 4 ans. Donc tu investis et au bout de 4 ans, tu commences à être payé de tes 15%. Ouais. Donc il existe des trucs qui sont assez intéressants. Il faut bien creuser. C'est pas les plus marketés, les plus intéressants, à mon sens, je pense. Je n'aurais pas dit mieux. Ne faites pas d'investissement dans les startups. Voilà, ouais. Moi c'est ce que je dirais. Ne faites pas d'investissement dans les startups. C'est une idée de merde. Ouais. C'est une idée de merde. Les frais dans le type de club deal très marketé, le client c'est vous. Bah ouais. Voilà, il faut beaucoup d'argent avec le club. Le client c'est vous. Et en fait, la fois où vous allez pouvoir potentiellement gagner un peu, on va vous en prendre un gros morceau. Et le pourcentage de réussite est beaucoup trop faible pour que ça puisse être vraiment rentable sur le long terme pour vous. Je pense que, encore une fois, vaut mieux mettre votre argent en immobilier, en S&P 500, vous gagnerez beaucoup plus. C'est le ticket de l'auto par excellence, la startup. Versus le private equity sur des boîtes qui font déjà de la marge, qui est quand même un peu mieux. Mais encore une fois, je pense que c'est tellement avancé que je suis d'accord. Moi je le ferais pas avant d'avoir plusieurs centaines de milliers d'euros devant moi, quoi. Ouais, c'est certain. Je te rejoins complètement. Comment on note S, A, B, C, D, private equity / private equity en startup? Private equity, si ça fait du sens pour toi, que tu as de l'oseille et que c'est les boîtes d'un pote, il y a quand même un énorme risque. Mais je le mettrais en A, tu vois. C'est pas le truc qui vient en premier. Mais par contre, quand tu as un edge, quand tu es dedans, quand tu es insider, ça vaut vraiment le coup. Après, investissement en start-up, je le mets en D, je le mets en tout dernier. Ouais. Pour moi, le risk-reward, il n'est pas intéressant, tu vois. Autant tu me dis en immobilier, tu y mettrais des millions, bien entendu. ETF SP500, tu y mettrais des millions, oui. Bitcoin, tu investirais des millions, oui. Ah oh, d'ailleurs, on ne l'a pas placé. Bitcoin ? Ouais, on ne l'a pas placé. Alors, ah oui, tiens, on ne l'a pas placé. Et en tout cas, tu vois, j'allais dire pour finir ma phrase, l'investissement en start-up, si tu me mets un couteau sous la gorge, je vais mettre 10 000 balles. Mais j'y mettrai jamais des millions, tu vois. Ouais. C'est beaucoup trop risqué. Et sinon, alors, pour Bitcoin, je le mets en S, sûr et certain. Ok. Et je le distingue du reste de la crypto, où... parce que j'ai passé beaucoup de temps à étudier Bitcoin. Ce qui est quand même élevé, S, t'y vas. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à étudier Bitcoin ces dernières années. J'investis dessus depuis 2017. Je pensais que je comprenais. Et j'ai lu pas mal de bouquins sur la blockchain, sur Bitcoin, pour vraiment comprendre ce que c'était, sa genèse. Et aujourd'hui, pour moi, j'y vois, et encore plus quand on est français, tu vois. Et on ne sait jamais ce qui va se passer en France. Quand tu vois la dette colossale qu'on a, l'incompétence de nos politiques, avoir de l'argent sur Bitcoin. Et pour regarder un autre truc, Hugo, un youtubeur voiture, apparemment il a dit des trucs qu'il fallait pas. Ils lui ont saisi tout son matériel il y a quelques années parce qu'ils ont dit qu'il faisait des rodéos urbains ou qu'il avait filmé du rodéo urbain. Voilà,
Ils sont venus chez lui, ils ont piqué sa camionnette, tout ce qui était lié à son business. Et Wow. le mec n'avait plus un sou. Il a perdu sa copine, il n'a pas pu faire soigner son chien parce qu'il n'avait plus de thunes pour le veto. Son chien est mort. Je crois que je l'ai vu passer ce Tu as truc. dû le voir passer. Le mec a tout perdu pour venir 1 an et demi après lui rendre ses caméras, son MacBook, sa camionnette et lui mettre une amende de 600 €. Un truc comme ça. Et lui dire pardon, désolé d'avoir niqué votre vie. Ils ont gelé tous ses comptes. Du jour au lendemain, le mec ne pouvait plus avoir accès à ses comptes. Il aurait eu 5% de son patrimoine, je sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 balles en Bitcoin, en BTC. Là, tu te fais faire une carte de crédit sur un wallet comme Wirex. Il nique pas ta vie. Tu peux aller à Lidl, tu peux payer tes courses, tu peux payer le veto de ton chien. C'est une solution de repli. C'est une solution de repli. Je vous encourage bien sûr à respecter la légalité et tout. Je dis pas qu'il faut acheter Bitcoin pour frauder, surtout qu'en plus de ça, la blockchain, elle est transparente, on voit tout, on voit vos adresses, on voit tout. Mais par contre, c'est dans un monde... qui est de plus en plus contrôlé, ouais. où nos politiques nous essorent et on est un peu prisonnier du système. Quand tu t'appelles une vie de liberté, Bitcoin, ça fait du sens. Donc S pour tonton. Et le reste de la crypto, là, je suis en train de tout mettre dans une même barrique, tu vois. ouais. Mais je le mettrais, à moins d'être, tu vois, de s'intéresser vraiment peut-être aux équipes, aux cryptos, ou comme tu l'as fait sur Ethereum, tu vois, c'est hyper intelligent. Ethereum est monté à 4000, on a un prix de référence à 4000. Au mois d'avril, à cause de la crise des Trump tarifs, on descend à 1500. Ton move, il est hyper smart de le faire comme ça. Il y a une grosse prise de risque. Donc après, on ne peut pas mettre tous les robots de trading, crypto et tout ça dans un même panier. Mais il y a trop un côté casino. Et donc, je le mettrais, tu vois, plutôt peut-être en C. Crypto en C, BTC en S. Je rajouterais BTC/ETH peut-être pour moi, parce que j'ai gagné un peu d'argent. Bah oui. Parce que je suis un peu biaisé. Mais en tout cas, voilà, pour se dire, le top du panier, rien du tout, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et le top du panier, ça s'arrête à ETH. Ouais. Rien d'autre. Et donc, du coup, la startup, D, je suis d'accord. Et private equity en A, quand on a de l'oseille, pas avant. Il y a plein d'autres stratégies qu'on voit passer sur les réseaux et je veux vraiment, tu vois, qu'on puisse donner un avis aux gens parce qu'il y a des merguez dans lesquelles ça vaut pas le coup, hein, encore une fois. C'est sûr. Crowd lending. T'as vu passer ces trucs-là, les financements participatifs immobiliers? Ah oui, j'en ai fait. Ouais. J'en ai fait, je me rappelle encore, parce que ils me doivent de l'oseille, quoi. Beaucoup, en plus. Donc, par exemple, moi, je trouve beaucoup. ça magnifique, un site comme Brix. Ouais. C'est super bien fait, la technologie est super, le marketing est top. Ah oui. On te garantit 6-7%, des trucs comme ça, non? Je pense que j'ai des projets qui vont jusque-là, peut-être 5%. Ouais. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Pour moi, l'immobilier, je veux le détenir en direct. Je dis, quitte à avoir un truc immobile, illiquide et tout ce que tu veux, je veux au moins pouvoir dormir dedans, tu vois, à la rigueur. Ou y mettre un locataire. Moi, j'ai du mal avec tout ça. Et surtout, alors Brix, j'ai rien contre la plateforme, mais quand elle a été lancée, ils ont eu des marketing hasardeux. Tu vois, ils ont fait un site web avec toute la photo de l'équipe. Et en fait, l'équipe, tu faisais une recherche inversée Google Images. Amanda, elle était sur d'autres sites de partout. Elle s'appelait Brittany et tout ce que tu veux. Et bon, ils ont dit, c'est qu'on n'a pas eu le temps de mettre les photos de l'équipe. Et à côté, il y avait plein d'autres trucs qui allaient pas. Ils ont longtemps joué sur le côté, est-ce que c'est de la blockchain, est-ce que c'est pas de la blockchain, alors que c'est pas de la blockchain, tu vois. Pour moi, c'est zéro. Enfin, je n'investirais pas là-dedans. Je dis pas que le truc est pas intelligent ou que pour moi, je veux pas insulter les gens qui font ça ou l'équipe, mais pour moi, c'est pas intéressant. Je veux détenir Crowdlending, c'est non. Non, c'est non. Je veux détenir mon immobilier en direct. Tu sais pas comment les biens sont gérés. Et surtout, pour être quelqu'un qui fait de l'immobilier, j'ai eu jusqu'à 28 lots au maximum, personnellement, enfin, entre les miens et ceux de mes associés. J'ai beaucoup acheté, j'ai beaucoup revendu. J'ai dû détenir en tout plus de 50 lots, posséder plus de 50 lots. Et encore, si tu en rajoutes avec ce que j'ai eu sur le marchand de biens, 50 lots de plus, peut-être. Et aujourd'hui, j'en ai encore 22 ou 23, avec celui qui est en cours. C'est du boulot. C'est du boulot. Il faut des gens pour s'occuper de ces biens. Il faut des gestionnaires, il faut des gens qui aillent voir. Et là, si tu possèdes une maison à l'autre bout du monde à 300 personnes et chacun en a pour 1000 balles, qui s'occupe vraiment de cette maison ? Qui est l'équipe qui s'occupe de ça ? Et est-ce qu'ils s'en occupent avec
la même attention que toi qui possèdes ton immobilier ou si tu en as beaucoup, tes salariés qui bossent dans ta boîte et qui s'occupent de ton immobilier. J'ai toujours un souci avec ça, tu vois. Comment tu le placerais ? En D. En D. Ah oui. Et par exemple, un Invest in Dubai de nos amis de chez Green Bull qui ont sorti des performances complètement folles avec un focus sur un quartier, un typologie de produits à Dubaï et qui ont fait du crowdlending. Ils ont levé beaucoup d'argent auprès de leur communauté et donné des 15, 17, 18%, 20% de renta à la vente des villas sur lesquelles ils bossent. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est différent parce que là, ça n'a pas été pour posséder de l'immobilier, ça a été pour pouvoir réaliser des opérations de marchand de biens, des opérations de rénovation. Donc tu mettais ton argent pour en gros les aider à avoir l'apport immobilier pour faire des rénovations de maisons. Et ils ont collecté beaucoup d'argent, je crois qu'ils sont à plus de 100 millions, hein, quelque chose comme ça. Hein. Et je crois que c'était 100 millions d'AED, non ? Donc 400 millions de dollars, c'est ça hein, en AED. Je sais pas, je connais pas le taux de change, mais je crois que j'ai vu un message de oui, je crois que c'est Yann ça. il n'y a pas longtemps qui disait ils avaient atteint 100 millions d'AED de collectés. Ouais. Donc, et j'ai investi dans Invest Dubai. Okay. Pour le coup, j'ai essayé aussi. Donc, le projet en lui-même est vraiment intéressant. Ce qu'ils ont fait, c'est super bien. C'est très intelligent. Après, pour les rendements, quand tu es français, que tu n'es pas à Dubai Yacht, tu as du taux de change à l'aller. Tu as du taux de change au retour quand tu récupères. Tu as des frais de plateforme qui fait que sur la performance annoncée, mon investissement a fait 38%. C'est énorme. 38%, c'est énorme. Hein. Mais j'ai récupéré, du coup, avec tous les frais et les taux de change, que 27, 28. Ok, tu as perdu 10. J'ai perdu 10 et 27, 28 sur 2 ans et demi. Ok. Et donc, quand tu ramènes la performance à l'année, la bourse m'aurait rapporté plus sur la même période. Ouais. Et du coup, j'aurais eu de la liquidité aussi. Si j'avais eu besoin de l'argent, j'aurais pu le récupérer. Là, j'ai pas pu. Après, on va pas comparer de l'apport pour les opérations de marchand de biens avec de la bourse. Ça dépend à quel benchmark tu le compares. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas pour diversifier ? Ça doit pas du tout être une stratégie centrale. Il faut faire confiance aux gens. Ouais. Après, Green Bull, je pense que c'est très peu de compagnies. Sérieux. Encore Exactement. une fois, c'est du private equity presque. C'est investir dans leur société de marchand de biens. Exactement. Et alors, moi qui suis marchand de biens, une question que je me suis posée, c'est est-ce que ça fait du sens d'aller prêter mon oseille à d'autres marchands ? Est-ce que j'en ai pas plus besoin pour mes propres OP ? Et la réponse est si. Et du coup, c'est des investissements que je fais plus. Ce genre d'invest, je préfère garder mon cash pour ma propre tu l'as fait société. pour essayer. Exactement. Et ça fait du sens. Et ça fait du sens. Et puis, comme j'ai un podcast sur l'invest, c'est aussi bien de mettre des billes dedans pour voir comment ça marche et pouvoir aussi en parler, tu vois. Complètement. Le Forex. Oh putain. Le Forex, je crois qu'il y a seulement 5% des traders Forex qui gagnent de l'argent et les 95 autres pourcents crament leur compte en général en moins de 3 ans. Et perdent de la thune. Ah oui, oui. Voire perdre leur slip. Ouais, comme tu dis. Le Forex, et pourtant, il y a un trader que j'aime beaucoup, Elliott Hewitt, qui est au Panama, ouais. qui est un ami de ton ami Julien, je crois. Quelqu'un que j'aime beaucoup, très intelligent. Quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Oh bah ça se fait, hein. Elliott Hewitt. Oui, je sais, aujourd'hui, c'est des choses qui se font. Et qui trade sur le Forex et qui a des performances exceptionnelles. Donc, je pense qu'Elliott est dans ces 5%. Et qui se débrouille bien. Mais par contre, à moins d'être comme lui, il a été trader institutionnel, c'est quelqu'un qui est vraiment dedans, c'est un professionnel du trading, tu vois. Les gens qui sont des lambda, s'essayer au Forex tout seul, c'est sûr que tu vas te casser les dents, c'est sûr que tu vas te faire exploser. C'est sûr et certain. Pour moi, les stats sont pas du côté du Forex, quoi. Exactement. Donc, fuyez. Ah oui, oui. Point. J'en ai mis. T'as essayé le Forex ? Bien sûr. Moi, j'ai tout essayé, moi. Avec des robots, tout seul ? J'avais pas de thunes. Tout seul. Ah non. J'ai regardé 3 vidéos, j'étais persuadé que ça avait l'air facile. T'achètes l'euro, tu revends l'euro, t'achètes le dollar, tu revends le dollar. Les mecs qui t'expliquent ça, regardez, voilà, là il y a une chandelle, tu cliques sur la chandelle. Ouais. Personne ne comprend vraiment rien.
Les vidéos YouTube sont très rarement faites par des experts, des gens qui gagnent vraiment de l'argent. Il faut savoir que les premiers euros que j'ai gagnés sur Internet, c'était avec de l'affiliation, de plateformes d'investissement. Ça s'appelait Avatrade, c'est genre Interactive Broker, quoi, en gros. Quand j'envoyais un mec qui passait par mon lien, qui dépensait 500 balles, je gagnais 500 balles. Magnifique. Et la majorité des mecs qui font du contenu sur Internet pour parler d'investissement, forex, de trucs de machin, c'est comme ça qu'ils gagnent leur oseille. Ah bah, tu prends les Marc Blatta, les ZK, tous ces influenceurs-là qui te montrent, je sais plus comment il s'appelait, certainement encore pire même. Ils doivent gagner peut-être sur les pertes des gens, des choses comme ça. Je me demande s'ils ont du... Et tu vois, il y a les affiliations de casinos en ligne. Il y a des trucs où je suis très mal à l'aise. Tu vois qui c'est, la menace ? Ouais, il est gênant avec son contenu où il parie tous les jours juste pour faire de l'affiliation sur le dos des gamins. Par certains côtés, c'est un mec qui me fait marrer. Il y a des trucs dans son contenu où je rigole, tu vois. Parce que dans le fond, je pense que c'est un gars qui a bon fond. Mais par contre, l'affiliation avec Stake, ce qu'il a, c'est des casinos en ligne, donc, et qui sont illégales en France en plus. Donc les mecs doivent mettre des VPN. Et il a eu un deal, je crois, il le fêtait avec Stake, où justement, quand on fait beaucoup la promotion, chaque fois qu'un mec s'inscrit, tu prends de l'oseille. Et comme tu dis, c'est ce genre de commission, c'est 500, $600. Tu prends un fixe en plus. Et en plus, et parfois, tu es commissionné sur ce que les mecs perdent. Ouais. Et on te propose différents types de filles, en fait. On te propose un fixe ou un variable en fonction de ce que les mecs gagnent ou ce que les mecs perdent. Tu choisis. Et éthiquement, putain, c'est moche. Je trouve que c'est moche. Moi, je pourrais pas faire... Enfin, je dis pas que je suis le prince de la vertu, mais j'ai pas envie de réussir en niquant les gens. Ouais. Et puis les niquer les yeux dans les yeux, pour le coup, là. 100% d'accord avec toi. Je ne peux pas dire mieux. Justement, les paris sportifs. Ah, j'ai fait aussi. Moi, j'ai fait aussi. Avec Maxence Rigotier. Exactement. Oh là là. Avec Maxence, sur Il sa a stratégie disparu, des Maxence, paris long pendant terme. un moment derrière. Ouais. Et il a pas eu de chance. Il a fait une mauvaise année, malheureux, le pauvre. Et les gens lui sont un peu tombés dessus. J'ai trouvé un peu facile. Et tu sais que tu paries déjà. Donc, pour moi, là, 100% responsable. J'ai perdu 40% l'année où je l'ai fait. Ouais. Mais c'est bien fait pour ma gueule. Enfin, c'est moi qui ai pris les paris. Moi, par contre, j'ai pas perdu 40%. L'année du Covid ? Parce que ça a été l'année... Je sais plus si c'est cette année-là. C'est l'année 2019-2020. Ça a été l'année noire, quoi. Où c'est l'année noire et où tout s'écroule. Je sais plus, mais je dois avoir un fichier Google Drive. Je pourrais te le dire. Et je fais les paris sportifs de Maxence Rigotier cette année-là. Et pourtant, c'est un gars, je le connais pas du tout. Mais pour qui j'ai toujours eu de l'affection. Parce que, il dégage ça. Et puis, c'est un mec qui est cool, qui est carré, quoi. Puis c'est un campagnard. D'origine, il habitait à 1 heure d'ici, tu vois. Ouais. Enfin, il habitait à 1 heure d'ici. Et attends, j'ai fait ça en quelle année ? Et tu sens que, je pense qu'il... Ouais. Moi, j'ai gagné. T'as gagné cette... Attends, t'as dû le faire l'année d'avant, je pense. J'ai gagné 7000 balles. Ah, mais propre ? Ah ouais. Après, j'ai mis de l'oseille aussi. J'ai mis 12 000 € en pensant que j'allais me faire 40%. Et j'ai perdu 5 000 balles, quoi. Ah non. Non, j'ai pas gagné 7000 balles en fait. Il me reste 7000 balles. ROI 0,95. Ouais, c'est ça. Donc t'as perdu un petit peu. J'ai perdu léger. Okay. Ouais, exactement. Par contre, j'ai plusieurs lignes. Alors il faudrait regarder. Ouais. Il faudrait regarder. Par contre, j'ai pas l'année. Ouais, parce que le problème, c'est que j'ai testé d'autres stratégies. En fait, les paris sportifs tout court. Non, c'est de la merde. Courez. Oui, non, mais c'est sûr. Voilà. Et même avec pour moi, même avec une stratégie comme ça, ou de la martingale, tu sais, de parier, puis de dire je remets 2 fois, j'ai analysé tout. Là, tu jettes une pièce en l'air, c'est pile ou face. Il y a toujours un signe noir, il y a toujours un truc que tu n'as pas vu. Donc le Forex, on n'a pas dit, mais c'est eux-mêmes. Oui. Voilà. Le Forex, on oublie. Et les paris sportifs, en vrai de vrai, on oublie. On oublie. Mais oui. On m'aidait. On m'aidait. Alors j'ai fait par contre long terme, j'ai investi 10 000 balles.
Ouais. Donc c'était quand même une somme importante pour moi à l'époque. La stratégie de Maxence, elle est quand même hyper intéressante. Il avait plein de fichiers Excel, il C'était avait de la tellement- data, oui. il avait des années. Il te montrait que tous les ans, voilà, il faisait 10 paris. Sur ces 10 paris, en moyenne, il en réussissait 7 ou 8. Et en fait, c'est marrant, c'est qu'il misait sur des trucs genre le Lyon va être dans le top 3 de la Ligue 1 en enlevant telle autre équipe. Et donc, en fait, il y a plein d'handicaps, de trucs, de machin. Donc, c'est des cotes de merde. Hein. J'ai aimé C'est des cotes à 1,40, 1,50, 1,30. Et en fait, c'est ça. Il faut pas perdre. Moi, j'ai aimé le côté ultra autistique de l'analyse, tu vois. Il est à fond. Parce que je me suis dit, c'est le genre de truc où j'ai envie d'écouter parce que je me dis, putain, il est allé tellement loin, il a poncé le truc dans tous les sens. Et donc, j'ai mis des sous aussi. Je dis pas que j'ai été heureux de perdre de l'argent, mais aussi pour voir, j'ai mis un peu trop fort aussi, moi, à l'époque. Quand on dit ne mettez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, la première règle de Warren Buffett, c'est ne perdez pas d'argent. Ouais. Et la deuxième règle de Warren Buffett, c'est n'oubliez pas la première règle. Exactement. Et moi, j'ai fait les deux, tu vois. Parce j'ai que tout chaque zappé. euro perdu a plus de valeur que chaque euro gagné. Exactement. Et du coup, j'ai perdu 5000 balles. J'aurais mieux fait d'acheter du Bitcoin, tu vois, à l'époque. Ouais. Mais quelle aventure quand même. On s'est marré avec les paris sportifs. Moi, j'avais quand même une adrénaline, j'ai rigolé. Mais il faut pas le faire. Ouais. Bon, cédez alors, hein, les amis, cédez sur les paris sportifs, ça vaut pas. On est parti, du coup, deuxième partie de nos investissements pourris. Parce que là, on est là. Là, on est dans les investissements pourris. Là, on est dans les investissements qui... C'est ça qu'on aime. Quand tu vois la pub, tu cours. Tu t'arrêtes pas. Faites attention, les amis. C'est vraiment pas pour tout le monde. Les options. Les investissements sur les options. Moi, j'ai une petite expérience, du coup, à travers un pote que j'ai vu investir là-dedans. Donc, moi, les options, c'est pas juste les options. C'est les options à long terme. Ok. Sur les méga caps. Alors ça, je connais pas du tout. C'est très spécifique. Donc en gros, c'est du Microsoft, c'est que des grosses boîtes, c'est du Apple. Tu achètes des options à long terme, donc sur 180 jours, 360 jours et plus. Et tu revends avant la date, que sur des grosses caps. Si ton option, elle passe, au pire, tu as l'action. Ok. Donc ton risque est assez limité. J'ai vu des gros profits. Par contre, hyper technique, pas du tout pour les débutants. Ouais. Donc je la placerai genre B... si t'as beaucoup de thunes et que t'es compétent, mais en gros, pas du tout fait pour tout le monde. Faites attention. Quand c'est écrit vidéo, tutoriel sur les options, vends, achète, ne tombez pas dans le panneau, ne mettez pas d'oseille sur ces stratégies-là, surtout pas au début. Vous avez tellement d'autres choses à faire avant avec votre oseille. Je te rejoins complètement là-dessus. Ouais. Moi, j'ai pas pratiqué les options, je connais pas assez. Je connais un pote qui a perdu pas mal d'argent sur les options binaires, où tu paries à la hausse ou à la baisse. Voilà. Bon. À éviter, quoi. On est bien d'accord. Complètement. Justement, trading actif, day trading, swing trading, trading des cryptos. C'est toujours pareil. La stat, elle est pas en faveur de l'investisseur. Tu es bien parti pour être dans les perdants et en général, 95% des traders sont perdants. Il n'y a que 5% des traders qui sont rentables. Ça demande beaucoup de choses, le trading. Ça demande quand même des compétences. Ça demande un ressenti aussi. Tu as une connaissance du marché et une expérience donc pour savoir un peu espérer dans quel sens ça va partir, sachant que ça demande de savoir couper ses pertes parce qu'un trader, en général, il a raison statistiquement un tout petit peu plus d'une fois sur deux, tu vois. 52, 53, 55% du temps. Quand il a raison, il va avoir raison fort, donc gagner plus, et quand il a tort, il veut limiter. Donc il faut savoir couper ses pertes. C'est pas évident de savoir accepter de perdre, donc c'est assez difficile. Par contre, les gains peuvent être exceptionnels. Moi, j'ai des performances de trading, des potes qui ont fait des trades que j'ai vus, des potes, des mecs que je connais physiquement, des trades sur des boîtes, un des plus beaux que j'ai vu sur une action, une blockchain compagnie, poser 15 000 €, encaisser 300 000 en quelques mois. Donc, tu vois, plutôt du swing trading sur 6 mois. Mais voilà, c'est un trade qui est très encadré, c'est une chance et un accident positif de richesse, comme on appelle, tu vois. Et ça demande et beaucoup de chance, donc en dernier recours. Et je pense que là, il y avait tout dessus. Il y a un mec qui connaît ce qu'il fait, qui analyse bien et qui a beaucoup de chance. Et qui a du capital. Et qui a du capital aussi. Donc, moi, je suis pas du tout fan du trading. Non. Et puis tu vois aussi, faut pas sous-estimer la performance de la bourse sur le long terme. Un jour, j'ai discuté avec
une investisseuse qui était tradeuse. Et on a calculé ses performances sur 10 ans. Elle a un capital de 300 000 euros. Et elle est arrivée à gagner 30 000 euros par an avec son capital sur 10 ans. Bah, ça fait 10%. Ça fait 10%. Sauf que, voilà, elle n'a pas profité des intérêts composés. Elle a bouffé à chaque fois ses 30 000 balles. Et sur le long terme, elle n'a pas battu le marché, quoi. Tu vois. Elle n'a pas capitalisé, elle n'a pas battu le marché. Alors bien sûr, elle ne se serait pas payée, mais beaucoup de temps passé devant son ordinateur, parfois 6 heures par jour. Niveau de stress, pour au final ne pas battre le marché, c'est pas fou, quoi. S&P 500. Bah ouais. Donc non, tu n'es pas une anomalie. Non, tu n'as pas une idée de génie. Non, tu n'as pas une intuition particulière pour des actions et pour des trading view et machin et je sais pas quoi. Tu peux te former au trading si tu es passionné, si tu penses vraiment que c'est génial. Tu peux acheter des bons bouquins. Un mec comme Tammy Cavage, je pense que c'est un super pédagogue. Je pense que c'est quelqu'un de compétent. Mais c'est pas la stratégie qui va vraiment te rendre riche, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Je pense que tu peux le faire par passion. Je pense qu'à un moment donné, tu peux mettre 1% de ce que tu as dessus, d'apprendre à investir, de développer des compétences de trading, mais ne compte pas là-dessus pour t'enrichir. Tu vois, un trade que j'ai pris, dont j'ai même pas parlé sur ma chaîne parce que je donne pas beaucoup de chiffres non plus, des chiffres personnels, pas souvent, mais j'ai pris un trade sur XRP cette année. Parce que la configuration graphique de ce que j'avais vu, j'ai vu pas mal d'analyses de traders dessus, je me suis beaucoup documenté puisque je suis pas trader et je fais pas d'analyse technique et ni d'analyse fondamentale, mais de tout ce que j'ai vu, ça me paraissait vraiment sensé et j'ai accumulé pour 10 000 $ de XRP avec un prix moyen d'achat à 50 centimes et j'ai revendu à 3 $, donc j'ai fait un x6 et j'ai récupéré 60 000, pour le coup je suis sorti en USDC. Belle histoire. Mais voilà, j'ai pris un profit de 50 000 USDC. Donc c'est cool, j'ai acheté du Bitcoin avec, tu vois, c'était très bien. Mais je savais que je mettais cet argent à risque. Et aujourd'hui, c'était 10 000 $. C'est vraiment en rapport à mon patrimoine. Je me suis dit, c'est une somme que je peux investir, c'est OK. Et j'ai envie d'essayer, j'ai une conviction, je vais aller jusqu'au bout, et puis je verrai bien ce que ça donne. Et la conviction a payé, pour le coup. Mais voilà, j'ai pas bâti ma stratégie patrimoniale sur ce genre de truc. Ouais, exactement. C'est comme moi avec l'ETH tout à l'heure que je partageais. C'est un one-timer, c'est bien quand ça vient, mais il faut pas s'interdire de le faire si tu le sens. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Il faut pas se frustrer non plus si c'est en rapport avec votre patrimoine que c'est calculé. Voilà, allez pas faire all-in sur un truc et risquer de le regretter. N'allez pas mettre en jeu votre liberté ou ce que vous avez construit pour un qui tout double, quoi. Voilà. Complètement. On le met où? On le met en D? On le met en D, ouais. On le met en D. Trading. Hop. On est d'accord. Les robots de trading. Ouah, parce que on pourrait dire, mais non, mais c'est parce que t'as pas les compétences, toi. Tony, tu sais pas comment ça marche. Et il y a des robots qui copient les stratégies des meilleurs traders du monde. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors là, pour le coup, c'est testé, les robots de trading. J'ai eu jusqu'à 36 000 $ exactement qui ont tourné d'apport sur les plateformes de robots de trading. Donc, tu as vu des pubs, tu as vu des trucs, des vidéos, tu t'es dit, OK, j'y vais. Tu fais confiance à un mec que tu connais pas, tu mets du capital sur le truc, tu y vas. En fait, la première fois, c'est un pote qui m'en parle, qui me dit, je suis dans un robot, il n'existe plus, on peut en parler, Auto-Trade Gold. Mets de l'argent dessus, tu vas voir, essaye. Non. Il m'en parle pendant 4-5 mois, puis il me montre son appli, quoi, et il a réussi à retirer l'oseille. Je dis, bon, je sais que c'est de la merde, c'est pas possible, je vais essayer quand même. C'était quoi la promesse? La promesse, c'était 15% de rendement mensuel. Donc là, si tu mets genre 10 000 $ et que tu réinvestis tes gains, en 3 ans, tu sais, t'as 100 millions, quoi. Juste ça. Juste seulement, 100 millions seulement. C'est un truc de fou, tu vois. Et je le fais pour rigoler au début. Donc, je mets 3 000 $. C'est couillon de dire 3 000 $ pour rigoler, mais tu vois, à l'époque, c'était des gains de crypto. J'avais pas encore conscience de ce qu'était Bitcoin et de tout ça. Et il y avait un peu ce côté argent magique, tu vois. Ouais. Et puis, comme en France, si tu veux récupérer tes USDT, il faut payer 30% de flat tax. Je me disais, bon, c'est sur mon Coinbase, ça en ressortira pas. Je donnais pas la bonne valeur à cet argent, tu vois. Okay. Donc, un peu dommage comme approche, un peu con.
Et du coup, j'en fais d'autres. Mais en tout cas, tu prends ton risque et tu y vas et tu mets 3000. Donc, je vois que ça marche. Donc, ça marche. Ben, ça marche au début. Ouais, ça marche. Je prends mes 15%, je réinvestis mes gains. J'essaye de retirer un peu. Je peux retirer l'argent. Donc, celui-là, je commence à en bombarder un peu plus. Je crois que je pose $6 000 sur celui-là. Et ensuite, j'en fais tourner d'autres. Je me renseigne, je vais sur les forums. Je dis, attends, c'est incroyable. Même si, je sais pas. Et si ça scammait pas? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était ça? Et si celui-là était différent? Eh ben oui. Et du coup, j'ai eu jusqu'à 6 ou 7 robots qui ont tourné en même temps. Donc des compagnies différentes à chaque fois. Différentes. Des influenceurs différents. Bien sûr. Et puis des fois, tu as un mec sur WhatsApp pour t'aider parce que je me disais, c'est tellement compliqué à installer ces putains de robots. Je me disais, c'est pas possible que ce soit du scam. Le scam, ça serait facile. Tu mets ton argent, prenez mon argent. Là, il fallait convertir, machin, fallait s'inscrire, fallait connecter le MetaTrader 4, le truc. C'était tellement le bordel. T'as un mec sur WhatsApp qui t'aidait, si tu veux. Un Indien ou je sais pas, tu vois. Et une première fois, je vois une plateforme, le robot va trader, tu vois. Donc, tu as une petite alerte, tu vas voir ton MetaTrader, il passe ses trades. Et là, zéro, quoi. Le robot, il crame ton compte. Et puis, j'écris au mec sur WhatsApp. Et le gars, il me dit scam, 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 sir. Ah putain. Et là, je dis putain de merde. Effectivement, c'est de la merde, quoi. Donc là, j'essaie de récupérer ma thune sur tous les robots. Et j'essaie de récupérer à droite, à gauche, tout ce que je peux. Et là, tu vois que chaque robot est limité, en fait. Tu peux retirer que un certain petit montant chaque semaine et ainsi de suite. Et j'ai réussi, me demande pas comment, en 3 ou 4 mois, avant que les autres robots scam, à récupérer mon investissement initial, qui était... Alors, c'est monté jusqu'à $35 000, ce que j'avais sur les plateformes. Mais je crois que mon investissement initial était de $15 000. Et j'ai réussi à récupérer mes $15 000. Mais avant que ça scam, à un moment, quand tu as $35 000 qui tournent et qui te rapportent 15% par mois, le machin faisait 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros par mois. Et là, tu sais, tu marches dans la rue et tu te dis, les gens ne savent pas que je suis spécial et que j'ai trouvé le secret de la richesse. Je vis dans la matrice. J'ai Voilà. les codes. Et non, tu as les codes de rien du tout, en fait. C'est les mecs qui ont les codes de ton compte, par contre, et qui vont partir avec ton oseille. Et donc, j'avais déjà atteint l'indépendance financière à cette époque. Mais ça m'a rappelé un truc. Je me suis dit, mais respecte ton argent, en fait. Tu te prends pour qui? À quel moment 15 000 euros, 15 000 $, c'est rien. Je me dis, mais moi, j'étais entrepreneur de travaux publics. Je gagnais 4 000 euros par mois. C'était de l'argent. C'était 4 mois de salaire, tu vois. Et je me suis dit, mais t'as pété un plomb, en fait. Et c'est des trucs, aujourd'hui, je ne ferai plus, tu vois. Le copy trading. Ça, c'est la même merde. C'est Marc Blatta, Dubaï, les influenceurs. Ouais, non. Tu peux mettre des nuances, tu vois. Green Bull, ils avaient fait un portefeuille sur eToro où tu copiais ce qu'ils faisaient. Il y avait plein de frais, pareil. Au final, tu avais tellement de frais, tellement de trades qui étaient faits, tellement de frais pris à chaque trade que ça bouffait la performance. Et le truc qui m'embête là-dedans, c'est que tu remets encore une fois ton destin financier dans les mains de quelqu'un d'autre. Et toi, tu n'apprends rien, tu fais rien. Je préfère, tu vois, on l'a classé le trading en D, je préfère que tu te formes avec Tammy Cabage, que tu te casses la tête, que tu essayes de comprendre, que tu aies un compte démo pendant 1 an, puis qu'à la fin, tu arrives à gagner un petit peu, et que tu deviennes à la fin Elliott Hewitt et que tu arrives à t'en sortir, que de juste vouloir le gain et de copier un mec, tu sais même pas qui c'est, tu sais même pas pourquoi il est bon, et j'aime pas. T'apprends rien, en fait. Ouais, complètement d'accord. J'ai commencé avec des robots de trading, j'ai mis mon argent dessus, on m'avait donné 10%. Le trader faisait soi-disant sur MT4, là, du coup, là, sur cette application, là, MetaTracker ou MetaTrader, je sais plus quoi. MetaTrader 4, ouais. On pouvait voir les résultats du mec depuis plusieurs années, il faisait 10% par mois, c'était incroyable, le type était un génie, et donc on allait le copier. Donc on avait set-up un système de robot, on allait le copier, et au début ça marche. Moi, je récupère mon argent, je récupère l'argent que je gagne avec mon business, je le mets dedans. Et je vois que ça continue, donc je remets, tous les mois je remets. Et le 4e mois, je crois, ou le 5e mois, eh ben, on a perdu de l'argent. C'est-à-dire que le mec, du jour au lendemain, il avait fait 10% depuis des années. Ouais. Et là, moi, quand j'arrive, bizarrement, boum, il perd. Et en fait, il perd tout, quoi.
Et oui. Il perd tout le Il capital. crame son compte. Il crame le compte. Donc je sais pas si on peut modifier, tu vois, les historiques qui sont visibles sur les sites comme ça, si ça peut être manipulé et tout. Mais en tout cas, bah, je me retrouve avec ma bite et mon couteau. Ouais. Et en plus, j'ai amené plein de gens. Parce que du coup, j'avais fait des vidéos à l'époque, j'en avais parlé à tout le monde. Moi, j'avais la sensation de pouvoir aider le monde entier et d'aider l'épargne des Français. Je vais révolutionner l'épargne des Français. Si ça marchait. Ouais. Mais non. Quand la promesse est trop grosse, en général, les amis, ça marche pas. Robot de trading en F, même si on l'a pas mis. Ouais, je suis d'accord. Les investissements immobiliers à l'étranger. Bali, Cancun, etc., etc. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, ça va être un truc de mec qui l'a jamais fait. Ouais. Puisque moi, j'ai jamais acheté à l'étranger. Par contre, de ce que j'ai pu voir, ça finit, en tout cas, de tout ce qu'on te vend par des influenceurs sur Instagram, ça finit rarement bien. Les maisons à Détroit, tout le monde s'en souvient. Les maisons à Bali, bah, les rendements attendus sont pas ceux vendus. Mon associé Ben, tiens, si, j'ai une véritable histoire, puisque je l'ai même documenté sur la chaîne YouTube. Ben a fait une vidéo. Il a investi dans les maisons les apparts à Tulum. Ouais. Mystic Temple, Mystic truc à Tulum. Entre ce qu'on lui a vendu et ce qui s'est passé, là, c'est le jour et la nuit. Il n'a pas eu les rendements estimés sur les rendements escomptés. On lui promettait du 12 ou 15%. Il a fait à peine 5-6%, puisqu'il y avait tellement d'appartes. Puis tu sais, tu connais peut-être Tulum, tu y es peut-être déjà allé. Jamais. Alors moi, j'y suis allé, mais il y a des années. C'est très similaire, à mon avis, à Punta Cana. Ouais, donc si tu veux, c'est des zones où ils ont dit, bah là, il y aura des resorts. Tant que les resorts sont construits, c'est des routes où il faut y aller en 4x4, tu vois. Et ils ont construit tellement de resorts que sur Airbnb, il y a une offre qui est pléthorique. Et les gens vont là où il y a encore une route, quoi. Plutôt que de rouler dans la pampa où c'est cette terre jaune où t'en fous de partout, tu vois. Ouais. Donc voilà, et surtout, il a une moins-value de 20 ou 30%. Il a revendu? Il a revendu. Il s'en est sorti. Et À qui revend quand c'est comme ça? il a revendu alors à des Mexicains qui investissaient là-bas, qui se faisaient un appart de vacances, tu vois. Je crois qu'il a revendu à des Mexicains. Il y a des Américains aussi qui achetaient. Ouais. Mais à moins 20% par rapport au prix où lui a payé. Et a priori, au moment où il a revendu, l'agent IMO lui a dit c'est sauve qui peut, quoi. Là, vous revendez à moins 20 parce que les mecs qui se réveillent pas maintenant, ils vont revendre à moins 40, tu vois. Ok. Ce qu'on lui a vendu. Et parce qu'on n'est pas là, parce qu'on n'est pas expert du secteur, parce qu'on connaît pas. Pour moi, c'est ça, tu vois. L'investissement à l'étranger, et je te donne un exemple à la con, mais dans ma ville ici, le prix moyen de l'immobilier, c'est de l'ancien, c'est 2000 €. Du mètre. Du mètre carré. Il y a 2 rues où tu es à 1000 balles. Donc, la rue où tu te balades, tu dis, c'est mignon, ça vaut 2000. Je te fais tourner dans l'autre rue, tu me dis, ouais, c'est un petit peu plus sombre, la rue est plus étroite. Il y a 1000 € d'écart. Le prix est divisé par 2. C'est énorme. Dans ma ville, une petite ville de province, tu vois, à une rue d'écart, un angle de rue. Donc maintenant, moi, savoir combien ça vaut à Tulum, aucune idée. Ouais. Et donc, si tu n'es pas sur place, que tu n'es pas imprégné par le quartier, que tu n'as pas un peu habité dedans, c'est trop difficile de savoir. Donc, le clé en main vendu sur les réseaux sociaux, warning, ouais. Et devenir expert de ton marché, en fait. Complètement. Et par contre, l'investissement à l'étranger, je pense que oui. Tu as des secteurs qui sont en croissance, tu as des trucs qui sont hyper intéressants. Tu as des pays, regarde, j'ai un copain, Nico, qui a investi en Pologne. Il a monté là-bas une société de gestion de biens immobiliers en Pologne. Il est français d'origine polonaise. Il a fait une remigration, tu vois, pour le coup. Il est retourné sur la terre de ses ancêtres et il m'a permis de visiter Varsovie ensemble. On a fait ça il y a 3 ans. Et lui, ça cartonne. Et il est arrivé à Varsovie. Il y a une croissance qui est colossale. Et lui, pour le coup, il est expert de ce domaine-là. Donc Varsovie, Łódź, il investit sur 3 villes. Et il a des performances qui sont exceptionnelles. Il y a un marché qui est porteur. Donc tu vois, lui, pour le coup, je le connais. Donc c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. J'ai eu d'ailleurs pas mal d'opportunités d'invest. Mais c'est vrai que j'en ai plus ici en marchand de biens, de deals que je source moi. Mais il y aurait eu des deals qui auraient été intéressants à faire pour le coup. Mais lui, il est sur place. Il connaît, tu vois. Et donc lui, il a un edge forcément. C'est très intéressant. Mais pour moi, si tu n'as pas une attache avec le pays ou que tu connais pas...
Si c'est du clé en main, il faut passer ton tour. Ouais, ouais. Clairement. Tu le mets quoi du coup? A, B, C, D? Moi, je le mets en D. Ok. Ouais. Au même titre que le day trading. Ouais, vraiment. C'est pas assez expert. Ça fait bien, tu vois. Quand j'étais à l'époque où j'étais encore entrepreneur de TP, j'étais allé chez des marchands de biens qui avaient des bureaux ultra sympas, qui m'ont aussi inspiré d'ailleurs pour ces bureaux par certains côtés. Et je dis à la cliente, est-ce qu'on pourrait se voir la semaine prochaine? Elle me dit non, je suis à Tokyo. Je dis, vous partez en vacances? Elle me dit oui, puis je vais voir mon immeuble à Tokyo. Je dis, mais vous avez de l'immobilier à Tokyo, c'est super intéressant. Les rendements, c'est bien. Elle me dit non, c'est juste pour avoir un immeuble à Tokyo. Parce que c'est chouette de le dire. C'est clair. Donc, c'est clair. Et je lui dis, ouais, effectivement, ça déboîte. Elle me dit non, j'ai 8%, mais j'ai un immeuble à Tokyo. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais t'es très très riche. Ça aide. Ça aide aussi. Moi, pour le coup, investissement République Dominicaine, le pays est en pleine croissance. Par contre, à 5 km près, c'est pas du tout la même qualité de vie. Ton investissement, il vaut pas du tout la même chose. C'est ce que tu nous expliquais. C'est pas du tout aussi safe, etc. Donc, il faut être expert de son marché. Il y a plein d'opportunités. Ils jouent sur la naïveté des gens. Ils appellent un resort quelque chose Punta Cana, alors qu'il n'est pas du tout à Punta Cana, il est à 40 bornes. Exact. Ouais. Donc, warning. Voilà. Et donc, D, ça me va, ça paraît cohérent. On n'a pas parlé d'un truc hyper important qui est une stratégie à forte rentabilité dans l'IMO. Colocation, immeuble de rapport, LCD, Airbnb. Il y a encore des gens qui se disent peut-être faire du Airbnb, ça a l'air super intéressant, hyper rentable. Le mec, il me dit qu'il gagne beaucoup plus d'argent que les locations normales. Et donc, il faut impérativement que j'achète sa formation. Qu'est-ce qu'on en pense? Les stratégies immobilières à forte rentabilité, S, A, B, C ou D? Pour moi, c'est en... Ça dépend du temps que tu as. Si tu démarres vraiment dans l'investissement immobilier, c'est en S. Alors bon, ça vient d'un mec qui vend une formation pour la LCD aussi. Hein. Donc voilà, je préfère le dire, tu vois, pour être parfaitement transparent. Mais moi, j'ai eu jusqu'à 3 LCD. Et mon associé Yann, sur les Gentlemen Investisseurs, en a encore une dizaine. Et c'est une véritable source de revenus. Bien entendu, aujourd'hui, ça s'est hyper démocratisé, donc c'est plus concurrentiel. Ça te demande d'être vraiment professionnel, d'accorder de l'importance à la déco. Il faut aimer l'immobilier si tu fais ça. Moi, aujourd'hui, j'en ai plus qu'une LCD. Et j'en ai bientôt une deuxième. J'ai un bien immobilier qui se libère et je vais le repasser en location courte durée. Je fais plus la gestion parce que j'ai plus le temps. Je le délègue en conciergerie. Pour le coup, un ancien coaché qui est un pote aujourd'hui, Quentin. Et c'est très rentable. Vraiment, c'est beaucoup plus rentable que la location classique? C'est sûr et certain. Tu vois, pour moi, pour que ce soit valable de faire de la LCD, il faut que tu loues 3 fois ton ancien loyer. Et on avait un studio que, pour le coup, on a eu des problèmes avec la copro, donc on l'avait en LCD, on l'a repassé en location meublée. Mais je le loue 400 balles par mois. Quand il était en Airbnb, je prenais 1005 par mois. 1005 avec un crédit à 395 €. Et entre la femme de ménage, les appros et tout, j'en ai pour 300 balles. Donc tous les mois, c'est plus 900 € de cash flow. Là, c'est pépite. Hein. Avec un seul bien. Alors imagine quand on a 5, 6, 7, 8. Par contre, même en LCD, c'est les biens, même en conciergerie, c'est les biens qui vieillissent un peu plus vite. Tu vois, ils vont prendre des coups de valise. Tu peux avoir des problèmes dans la cage d'escalier avec tes voisins si tu ne possèdes pas tout l'immeuble, parce que ça fait des allées et venues. Il faut le dire aussi, tu peux avoir de la prostitution, tu vois, des choses comme ça. Donc, ouais. On en a eu. Moi, j'en ai eu aussi. Hein. Donc, il faut être prêt à gérer un peu tous ces trucs-là. On ferme les yeux sur la prostitution ou pas? Moi, j'ai fermé les yeux, ouais. Tu peux pas discriminer parce qu'elle s'appelait Irina et qu'elle a réservé ton appart. Donc voilà. Et puis surtout, c'était un bien qui a été... ça a duré la location était pour 1 semaine. Ça a été rendu hyper propre. J'ai pas eu la preuve que c'était de la prostitution. Je l'ai fortement soupçonné parce que les voisins m'ont dit il y a des allées et venues cette semaine voilà, dans l'immeuble. Bon. Moi, c'est un associé, pour le coup, ça a été payé pour plusieurs mois et c'était assez transparent, quoi. Alors là, par contre, il faut faire attention. Ah bah, je sais. Tant que ça passe par les plateformes, tu n'es pas censé discriminer la personne qui loue ton appartement. Et donc, tu n'es pas censé savoir que s'il y a de la prostitution. Si après, tu es au courant parce qu'il y a une plainte ou des gens qui ont vu quelque chose, tu es censé le dire. Ouais. Mais par contre, si vraiment c'est payé à la mano, par exemple, de la main à la main, ou que tu fais un contrat de location et que tu as vu la personne, parce que là, moi, c'est Airbnb, c'est entrée autonome, il y a les clés, je vois pas la personne.
Donc je peux complètement me défausser. Ouais. Là, pour le coup, si tu vois la personne et que tu le sais, tu peux être accusé de proxénétisme. Donc ouais, t'as pas envie de ça. Attention. T'as pas envie. Mais pour moi, oui, aujourd'hui, tu vois, moi qui suis très avancé, toujours très avancé par rapport à certains et pas du tout par rapport à d'autres, c'est pas ce que je veux dire, mais peu plus avancé. Qui suis plus avancé, j'y passerai pas mon temps. Je le gérerai plus moi-même. Ouais. Par contre, avoir encore quelques LCD en conciergerie, c'est intéressant. Hein. J'en ai toujours une qui tourne aujourd'hui. J'en ai bientôt 2. Je vais en remettre un deuxième bien. Et si je m'étais pas engueulé avec la copro, j'en aurais 3 du coup. Donc j'en fais toujours. Par contre, c'est un vrai business. C'est-à-dire que pour moi, on n'est plus dans l'investissement, c'est de l'entrepreneuriat. Ouais, amen. Je suis complètement d'accord. C'est de l'entrepreneuriat. Il y a la femme de ménage, il faut gérer les entrées, il faut discuter avec les gens. Ouais. Et puis, il faut le faire de façon entrepreneuriale. C'est-à-dire, quand tu arrives dans ta LCD, tu sais, tu es claqué, même quand tu es commercial, tu prends la LCD, tu es arrivé au resto, c'est 11h du soir. Et sur la table, il y a le petit paquet. Un petit cadeau. Avec un carreau de chocolat, un petit truc. Le lendemain, 3 madeleines. Si tu n'as pas le temps de faire un petit déjeuner, il y a 3 madeleines et un café. Tu es content. C'est le tout petit truc qui fait la diff. Et je trouve que c'est comme ça vraiment qu'il faut le faire. C'est un business. Ouais, c'est un vrai business. Colocation. J'en ai jamais fait. Je sais que sur la ville à côté, Saint-Étienne, ça a été vraiment saturé. Je pense que ça a été un bon business très longtemps. Je suis plus convaincu que ce soit aussi bien qu'avant, puis surtout avec tout ce qu'ils nous ont mis en France, tu sais, les permis de louer, les plafonnements de loyer, où au final, c'est un peu plus difficile d'en faire. Et surtout, le truc qui m'embête, je vais te dire ce que c'est que si tu fais une colocation de 5-6 chambres, finalement, tu détournes un bien immobilier. Si tu avais un appart, un T4 par exemple, tu transformes le salon en chambre. Parfois, tu transformes la cuisine en chambre et tu mets la cuisine dans le salon. Tu fais un bien et tu fais 3 salles de bain pour tes 6 chambres. Tu fais un bien qui ne peut plus faire que de la colocation. Ouais. Puisqu'il a été un peu sorti de sa fonction propre. Tu ne peux pas le revendre en appart à une famille sans faire des travaux. Et du coup, tu es obligé de le vendre à la renta. Moi, ce que j'aime, c'est exploiter mes biens immobiliers, les acheter le moins cher que je peux, bien les négocier, les exploiter à la renta. Et par contre, quand je le revends, je sors le locataire et je le revends pour de la résidence principale. Donc des fois, tu refais un peu de travaux, tu refais un truc coup de cœur. Parce que du coup, tu revends pour un coup de cœur, tu revends à des gens qui vont pas te gratter le prix. Non. Et comme il n'y a plus de locataires, ils ne cherchent pas une renta, ils cherchent un prix au mètre carré, donc il sera forcément plus élevé. Et comme c'est pour eux, s'ils ont un côté coup de cœur... donc encore une fois, on est dans acheter le moins cher possible, négocier, et après le revendre pour un couple qui voudrait y vivre, et donc au meilleur prix possible. Ouais, c'est sûr. Ok, intéressant. Moi, je me suis toujours dit que parfois de revendre à la renta, c'était intéressant parce que du coup, si tu as une bonne renta, tu peux vendre au bon prix. Mais effectivement, en fait, en face, c'est des pros et ils vont te négocier et on parle de business, quoi. Ce qui est super intéressant, tu vois, je l'ai fait sur un appart que moi j'ai acheté vide et pour le coup, j'avais très bien négocié, que j'ai acheté 72 000 €. Celui qu'on a repassé, celui dont je te parlais, où je me suis engueulé avec la copro. Et je me suis posé la question quand je me suis engueulé avec la copro. C'était plus personnel que pour le Airbnb, pour le coup. D'accord. Mais je voulais pas qu'ils arrêtent de m'emmerder, en fait. Donc, je me suis dit, on va le vendre avec le business model. Ouais. Et le vendre avec les 1 500 € de rentrée par mois. Ouais. Donc, tu vois, 18 000 € de loyer annuel. Et je l'ai mis à 100 000 € en me disant, il y a bien quelqu'un qui va me le prendre à 18% de renta. Ouais. J'ai eu une offre à 95 000 pour un appart acheté 72 en seulement 2 ans. En renta. En renta. Mais c'est parce que les rentas, elles étaient vénères, là aussi. Mais oui. Et du coup, tu vendais tout le système, je vendais tout le système, la page Airbnb, la page Booking, la page du Bon Coin, je lui vendais tout. Je faisais tourner sur les 3 plateformes. Et finalement, j'avais un crédit à 1% dessus. Et je me suis dit, c'est dommage. Le truc, je vais mettre un locataire, j'ai 400 balles de loyer. Alors même on loue 450 maintenant en loyer, 395 de crédit, ça se paye tout seul. J'amortis du capital à 1%. C'est dommage de vendre. Donc tu n'as pas arbitré celui-là? Non, j'ai pas arbitré. Les MLM d'investissement, oh, je vois de plus en plus passer ces trucs-là sur les réseaux sociaux, où les gens te disent, voilà, on va te former, on va te donner des robots, on va te donner des trucs, des machins. Qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, moi, quand tu dis MLM, en général, tu me perds un peu, tu vois.
il y a toujours un mec qui s'enrichit en haut de la pile. Et j'ai jamais été très fan et j'ai jamais trouvé de MLM un truc très sain en MLM, tu vois. Donc ça, pour moi, on fuit direct, quoi. Donc ce n'est pas un investissement. Non. C'est du F+. Ouais. T'as pas dit d'ailleurs LCD ? LCD, pour moi, si tu démarres dans l'immobilier, c'est en S. C'est vraiment le truc qu'il faut faire. Tu vois, les 2 stratégies que je conseille, moi, c'est résidence principale, parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas d'impôt il y a une exonération d'impôt sur la plus-value. Donc, se mettre un toit sur la tête, bien acheter, faire des travaux peut-être soi-même, en tout cas en profiter pour revendre, bouger un peu, et puis profiter de ça. Et sur ton premier investissement, si tu fais de la LCD, tu es rentable tout de suite, tu gagnes de l'argent tout de suite, tu es positif tout de suite, ça motive à fond. Tu vois, comme on sait que c'est long, si au lieu d'avoir un truc à l'équilibre, tu prends 200, 300 balles, tu es content. Et puis, si ton locataire casse un truc ou que tu perds le locataire, tu as toujours de quoi faire tes travaux, tu te mets jamais dans la merde. Ouais. Donc, tu sais, c'est au démarrage qu'une fusée, il faut qu'elle crame le plus de carburant, qu'elle ait plus d'énergie. Donc, je pense que c'est au départ qu'il faut utiliser ces stratégies les plus hauts rendements. Et après, quand tu es déjà qui nécessite du boulot. Voilà, qui nécessite du boulot. C'est du business. Après, quand tu es millionnaire, tu fais du patrimonial, tu prends 7%, puis tu t'en fous, quoi. Et tu es content. Ouais. Important, du coup, c'est du business. C'est pas juste un investissement. Complètement. On a fait le tour. Investissement alternatif, montre, vin, voiture, NFT. Qu'est-ce qu'on en pense ? NFT, ça a fait sa mode, tu vois, ça a scammé, enfin plus ou moins scammé, je sais pas si on peut parler de ça. Oui, je pense qu'on peut dire scammer. 90% des trucs ou 95% des trucs. Après, tu vois, l'investissement dans les voitures, moi je peux pas te dire aujourd'hui, si je te dis que mes voitures c'est un investissement, c'est un mytho, c'est une réserve, je le vois comme une réserve de valeur, comme les montres, tu vois. Tu prenais les montres, j'ai acheté une AP en 2021 parce que je voulais avoir absolument une AP dans ma vie. Pour cocher un peu une case. J'ai eu, c'est gros, c'est lourd. Si tu la cognes, ça prend les rayures en 2 secondes, ça fait mal au ventre. J'avais acheté 14 500 €. Et ce qui est un beau prix. Ce qui est un bon prix. Hein. Ça coûte 20 000. Ça fait 2 mois qu'elle est en vente. J'ai pas une touche. À 14 000 À 20 000. Hein. Ah, je l'ai mis à 20 000. Je l'ai mis à 20. À la cote, si tu veux. Donc aujourd'hui, on attend. Je vais voir. S'il y en a un qui veut l'ancienne AP de tonton, écrivez-moi. On vous fera un tarif. On vous fera un tarif, bien entendu. Mais bien entendu, si j'avais mis l'argent sur Bitcoin à ce moment-là ou sur le SP500 il y a 4 ans. Oui, bon, c'est du plaisir, non ? Mais c'est du plaisir. Mais tu vois, pour te dire, celle-là, je l'ai plus achetée parce que je voulais cocher la case de me dire que j'ai eu une AP dans ma vie. Par contre, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai une Rolex Submariner aujourd'hui et une Rolex, elle doit être de 2011, ma sub. Et j'ai une Rolex Datejust qui est de 1984, vintage, que j'adore. Que tu as acheté ou que c'est familial ? Non, que j'ai acheté. J'ai acheté par mon ami Edouard, qui a un podcast qui s'appelle Démontrez-vous, un podcast qui est exceptionnel. Et Edouard, il m'aide à acheter les montres quand j'en veux. Et c'est lui qui m'a trouvé cette Datejust. Et j'aime tellement cette montre. Et surtout, c'est pas la plus chère, ça vaut 6 500 balles. Mais elle a une histoire. Tu vois, j'aime quand je la porte, je me dis, tu te rends compte, ça fait 40 piges. Et les mecs qui ont cette montre, elle a dû signer des contrats, elle a dû voir des mariages, des moments de joie, des moments de tristesse. Et c'est une petite part d'histoire, tu vois. Du vintage. Du vintage. C'est celle qui me rend le plus heureux. C'est celle qui... voilà. Et pour le coup, ça bouge pas en cote. Ça se revend très bien. C'est très liquide. Et pour le coup, tu vas pas gagner de l'argent avec dessus, mais t'en perdras pas. Donc c'est pas de l'investissement ? Pour moi, c'est pas de l'investissement. C'est du plaisir. Et tu vois, je le mets dans le même titre, ce que je te disais un peu tout à l'heure. Pour moi, les jouets, on va dire, montres, voitures, je me dis que ça doit pas être plus de 5% du patrimoine net. Mais par contre, je respecte mon argent. C'est-à-dire que, tu vois, la Ferrari, je vais pas te dire, j'aurai pas les moyens d'aller me claquer une SF90 à 600 000 €. J'ai l'argent, mais ça serait complètement débile, ça serait disproportionné par rapport à mon patrimoine. Ça me rendrait pas plus heureux que la California que j'ai achetée, que j'ai payé autour de 120 000 €. Pour le coup, que j'ai acheté dans un très bon garage. J'ai un suivi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un carnet full tamponné. Je l'ai payé plus cher qu'une California que j'aurais acheté sur le Bon Coin. Par contre, elle est pépito. Le garage m'a dit, si je la vois sur le Bon Coin, on va s'engueuler. Si le jour où vous la vendez, vous me rappelez, c'est moi qui la reprends. Donc, tu sais où tu l'achètes, tu sais où tu la revends.
c'est West Motors à Lyon, c'est même des garages avec qui tu peux vraiment tisser du lien, tu vois. Donc je sais que si le jour où j'en veux plus, ils me la reprennent, je peux l'échanger contre une autre, même tu vois, tu rajoutes un petit peu, une fois que tu as mis ton premier bankroll. Et c'est une voiture qui a terminé sa perte de cote, si tu veux, ça vaut 200 000 € neuf, aujourd'hui c'est à 120. Je pense que c'est une voiture qui ne vaudra pas 80 000 € dans 5 ans. Donc réserve de valeur. Réserve de valeur. Par contre, pas un investissement. Ben non, parce que je pense que ces voitures comme ça te coûte au moins 2 à 3% du prix de la voiture chaque année. En maintenance. En maintenance. Donc la Ferrari, elle va coûter 3-4 000 balles par an quand même. Il faut l'avoir en tête. Après, il y a un côté créateur de contenu. C'est sûr que tu montres les voitures comme ça. Je sais que moi, ça va m'apporter aussi du trafic. Du business. Ça m'apporte du business. Je le vois aussi, je le vois forcément aussi comme ça. Et j'ai les moyens d'entretenir les voitures. Kiff, avant tout, toi, c'était un kiff de gosse. Par contre, le kiff de fou. Tu vois, j'en ai deux aujourd'hui. J'ai ma Porsche et j'ai pas voulu revendre ma Porsche parce que c'était la première belle voiture que je m'offrais. Et j'en avais vraiment longtemps rêvé. Et la configuration dans laquelle elle est, une 997 blanche, Carrera 4S, c'était vraiment celle que je voulais. Et aujourd'hui, quand je la reprends, c'est une voiture qui a 15 ans, tu vois, mais il y a cette vibe de ces voitures-là qu'on n'aura plus, moteur atmosphérique. Et tu vois, le week-end dernier, je me suis fait le plaisir, je me suis dit, je me fais mon week-end en Porsche. Donc j'ai laissé la Tesla dans le garage, j'ai pris la Porsche, j'ai roulé tout le week-end avec. Et je sais pas, je me sens comme un gentleman. Il y a vraiment une vibe, il y a un truc qui me rend heureux. Hein. Ça me définit pas. Demain, tu me l'enlèves, je vivais très bien avec, je vivrais très bien sans. Mais voilà. Et c'est pour ça que cette Porsche, je pense que je la garderai toujours. La Ferrari, je pense pas que je la garderai tout le temps. Mais voilà, quand tu peux le faire, c'est un truc qui rend heureux, enfin qui me rend heureux, en tout cas quand on aime les voitures. Et je le vois comme une réserve de valeur, mais c'est pas de l'investissement pour moi. Okay. La Porsche, elle a pris de la cote. Ça serait une opération blanche si je la vendais aujourd'hui. Mais c'est pas de l'investissement. Mais c'est pas de l'invest. J'ai vu des gens gagner de l'argent avec les montres. J'ai vu des gens gagner de l'argent avec de l'art. Mais encore une fois, il faut savoir ce que vous faites. Il faut connaître votre quartier. C'est comme dans l'immobilier. Il faut être un expert du sujet. T'achètes pas des montres et tu fais pas de l'achat-revente sans t'y connaître. Pareil pour de l'art. C'est très spécifique là. Ouais. Très très spécifique. Je connais pas du tout l'art, tu vois, pour le coup. J'ai vu un peu, parce que j'ai un pote qui est passionné et on a acheté quelques trucs, je te l'avais dit un petit peu. Tu m'as expliqué un peu. Il y a des opportunités fiscales en France, donc bon, il peut y avoir, mais c'est vraiment très 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 niche et donc, ne faites pas ça quoi, en général de base. Les voitures, j'ai vu un mec au début de ma carrière qui s'appelle Romain Pouzin, qui a créé un compte Instagram, etc. Et quand je l'ai connu, il avait 10 voitures. Des Clio, des utilitaires, etc. Là, il a 25 voitures. Ah oui. Il en a fait un business en fait, c'est devenu un business. C'est plus de l'investissement. C'est plus un petit investissement à côté pour louer sur Drivey, non. Là, c'est sûr. C'est devenu vraiment un vrai business. Par contre, oui, il a réussi à louer, donc c'est de la LCD quoi. C'est comme de la LCD, à part qu'il fait ça avec des bagnoles. C'est un vrai truc à gérer quoi, avec ses tenants, ses aboutissants, ses problèmes. Tu vois, il y a un truc que j'aurais aimé refaire, qu'on m'a proposé à l'époque, et j'ai pas eu les Coronas à l'époque. C'est bon ? Ouais, 18% de batterie. Ouais. Un garagiste avec qui je bossais à l'époque, qui avait rentré une Ferrari 355, qui était les dernières Ferrari avant l'ère moderne, et c'est mes Ferrari préférées. Et je rêverais d'en avoir une. Ce serait une immense connerie, tellement ça coûte cher en entretien. Faut surtout pas le faire. Mais à l'époque, il en avait rentré une à 30 000 €. Donc c'était il y a une dizaine d'années. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher, parce que ça coûte 100 000 aujourd'hui. Et la voiture était dans un état lamentable. Elle avait été rayée, les jantes étaient mortes, à l'intérieur les plastiques étaient foutus. Le moteur était bon, mais la voiture était vraiment maltraitée. Elle était stockée sous des arbres, elle avait la carrosserie est cloquée, tu vois. Putain. Et lui est spécialiste de refaire des voitures anciennes à côté. Il m'a dit, il y a 15 000 € de travaux sur cette voiture. Donc si tu l'achètes, elle revient à 45 000 €. Et à l'époque, ça coûtait 60. Et lui, il a l'habitude de refaire des Ferrari, des voitures de ces époques-là. Donc il travaille super bien. Et je m'étais dit 45 000 €, c'est pas raisonnable, c'est dommage. J'avais même proposé à Ben, à mon associé, je dis on l'achète tous les deux. Bon, on a dit non. Mais aujourd'hui, j'aurais dépensé 45 000 pour une voiture qui vaut 100 et qui m'aurait donné un plaisir, j'en suis sûr, incroyable. Ça aurait été pour le coup un investissement profitable, mais hyper ponctuel quoi. Ouais. Mais tu vois, je suis pas sûr que j'aurais gagné les 55 000 € de différence parce que entretenir ce genre de voiture, ça coûte une tonne.
la façon dont elles sont faites, si tu veux changer un truc, faut tomber le moteur. C'est des travaux qui sont énormes et c'est tout le temps en panne ces époques-là. Ça aurait été une immense connerie. Il faut gagner plus de sous pour pouvoir se payer ce genre de trucs débiles. C'est des luxes, ça coûte cher. C'est ça. Eh ben, on a fait le tour. Ouais. Comment est-ce qu'on conclut cette vidéo des stratégies d'investissement pour devenir riche ? On peut la conclure. Moi, si tu veux, mon avis, c'est que quand j'avais 25 ans et que j'ai commencé vraiment de songer à l'investissement, j'ai attaqué d'investir à 27 ans, je me disais, j'ai pas envie de devenir riche dans 20 ans, c'est de la merde, c'est trop long, c'est chiant. Et je pensais qu'à 40, tu vois, j'ai 43 ans, bientôt 44. Je me dis, mais à 44, je serai un vieillard. J'ai pas envie d'être riche à 44 ans, c'est de la merde, je vais être riche maintenant. Donc je me suis cassé les dents, j'ai fait des conneries. Et puis sauf qu'un jour, j'ai eu 43 ans et bientôt 44. J'y suis là, tu vois, ça y est. Et je me dis, heureusement que le Tony de 27 ans, il a su différer son plaisir et investir pour le futur et faire ces efforts-là, de se dire, bah, ça ne paiera pas tout de suite, mais je plante la graine. Parce qu'aujourd'hui, celui qui vit avec l'arbre, c'est moi. C'est le même Tony avec 15 ans de plus. Et heureusement que j'ai eu cette vision long terme. Et je continue de l'avoir, parce que je n'ai pas envie d'avoir 60 ans. Je me dis, putain, 60 ans, je serai vieux. Et je rigolerais en regardant peut-être cette vidéo dans 17 ans, en me disant, putain, mais je continue de bosser pour le Tony de 60 ans. Pour qu'il soit fier du Tony de 43, qui ne s'est pas reposé dans ses lauriers, qui n'a pas lâché le steak non plus. Eh ben, je pense que c'est très très bien. On va vous mettre du coup la tier list bien évidemment dispo. IMO, SP500, Bitcoin en S. Le LCD je l'ai mis en A. Ouais. Parce que c'est un business. Je suis d'accord. Private equity quand on est très avancé en A. Et grosso modo, tout le reste, c'est de la merde, fuyez. Donc, investissez long terme. Si vous êtes en France, faites du crédit, achetez de l'immobilier, mettez tous les mois du DCA sur le S&P 500, sur la crypto. Ayez un portefeuille avec un niveau de risque que vous êtes prêt à, Vous pouvez manager à accepter. dans la tête. Exactement. Et long terme, faites-le tous les mois de manière rigoureuse et disciplinée. Si vous avez un business qui vous génère des gros revenus, bah tant mieux, vous allez devenir riche plus rapidement C'est parce sûr. que vous allez avoir plus à investir tous les mois. Mais prenez ces actions-là, des 100 euros, des 200 euros par mois. Sur le long terme, c'est vraiment ce qui fera de vous quelqu'un de riche. J'espère que ces conseils seront précieux, vous feront économiser des milliers d'euros. Vraiment, c'est mon intention. Ne faites pas les erreurs qu'on a fait. Ouais. N'essayez pas de Clairement. devenir riche trop vite. Des bonnes opportunités, il y en a, ça arrive, mais en général, ça court pas les rues, ça court pas non plus les réseaux sociaux, et on vous envoie pas des messages pour que Non. vous rentriez dans ces opportunités. Ok. Devenir riche, c'est possible, c'est disponible. Même si vous avez gagné pas beaucoup d'argent tous les mois, même si vous gagnez 2000, 3000 euros par mois, vous pouvez devenir millionnaire. Et ça, moi, je trouve ça juste fou, juste ça. Incroyable. Je trouve ça incroyable. Et c'est de la combien? Et c'est de là qu'on vient. Et ça a changé ma vision de la vie, ça a changé ma vision de l'argent. Et voilà, moi, ce qui m'a permis d'aller plus vite, c'est d'entreprendre, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des business, notamment e-commerce, qui m'ont généré ces gros revenus-là. Et du coup, j'ai pu accélérer mon DCA, j'ai pu accélérer mes investissements en Bitcoin, en S&P 500, en immobilier. C'est la seule chose qui m'a permis d'accélérer la courbe, c'est de gagner plus. Je suis complètement d'accord. Pas de miracle. Les amis, les liens sont dans la description juste en dessous. Pour découvrir le travail de Tony, écoutez ses podcasts toutes les semaines pour parler d'immobilier, pour parler de business, pour parler de liberté. Le lien est dans la description. Une vie de liberté, Tony Poncé. Dans la description, vous avez également le lien pour vous inscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater, les prochains invités, les prochains épisodes, avoir des petits coulisses, des petites informations, pouvoir participer à des sondages, poser vos questions, etc. Également, La Tribu, c'est notre club d'entrepreneurs qui va ouvrir ses portes la semaine prochaine, si tout va bien. Pour roulement de tambour, on attend l'ouverture du check-out. J'attends le retour de Gab qui doit s'en occuper. Ça va revenir et je suis très content que ça revienne. Et du coup, ce sera des événements toutes les semaines. On aura des événements en ligne. On aura plusieurs événements par an en physique pour retrouver du coup notre club, nos membres et kiffer tous ensemble. Voilà, La Tribu revient et je suis très 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 content. Le lien est dans la description juste en dessous. Il y aura moins 30% sur le lancement pendant 2 semaines. Ne ratez pas le lancement. Laissez votre email. Et puis Tony, merci beaucoup Merci à toi, d'avoir mon pote. participé à cet épisode de podcast. T'as passé un bon moment? Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce contenu. Top.
On retrouve la tier list dans la description. Merci beaucoup les amis. À la semaine prochaine. Salut. Ciao tout le monde.